C'est parti. Mesdames, bonjour. Alors on va faire un cours qui est très intéressant, qui a été mis au point par différents rabbanim, dont le Rav Dreyfus. Alors moi je suis un peu repassé sur ces cours-là pour les mettre un peu, rajouter une petite pointe de Rav Chaim Mishaï dedans, Baruch Hashem. Et on voit en réalité que c'est un cours qui s'appelle nettoyage de Pessah en 2 heures. Ah bon? Ouais. Rigolez. Alors, maintenant, bon, écoutez, c'est quoi l'idée? L'idée ici, c'est de développer quels sont les points essentiels dans le nettoyage de Pessah. Qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire, qu'est-ce qu'on peut cachériser, qu'est-ce qu'on ne peut pas cachériser, où est la khumra, où est la kula. Alors j'aimerais bien pouvoir développer toutes les questions, parce qu'hier ils ont posé beaucoup de questions dans le cours, et on a fait un autre cours, Baruch Hashem. Bon, on a abordé pas mal de questions sur Pessah aussi, mais ici, moi j'aimerais bien aborder la question du nettoyage de Pessah. Alors premièrement, à Pessah, on voit que ici ça a été une question hier soir qui a déchaîné toutes les passions. On voit qu'à Pessah, qu'est-ce qu'on appelle le chametz? D'accord? Le chametz, c'est du levain levé, de la farine qui a levé, qui a été mélangée avec de l'eau, qui est faite à partir des 5 céréales dont on nous parle dans la Torah. D'accord? Donc le blé, l'orge, l'épeautre, etc. Donc, on voit qu'à partir du moment où il y a un aliment qui va être constitué de cette farine et qu'il y a une pâte qui va lever, c'est ce qu'on appelle du chametz gamour. D'accord? C'est ce chametz gamour qu'il faut sortir de la maison et qu'il faut brûler. Il y a un autre chametz qui est appelé chametz nokshe. Il y a un autre chametz qui est appelé chametz nokshe. Nokshe. D'accord? Ça veut dire quoi en réalité? C'est un chametz qui est entre deux. Il n'est pas encore levé correctement. D'accord? Ou alors, en potentiel, il peut devenir chametz. Ce qu'on va appeler chametz nokshe durant Pessah ou avant Pessah, c'est par exemple des pâtes. Les pâtes qui sont cuites au four, les pâtes qu'on a, et qu'il faut mettre dans l'eau pour faire cuire, elles ne s'appellent chametz gamour qu'à partir du moment où on les a fait cuire dans l'eau, et qu'elles ont pris du volume avec la cuisson dans l'eau. Avant ça, ça s'appelle du chametz nokshe, par exemple. Ça, c'est pour les pâtes. D'accord? Ou alors, d'autres aliments ou d'autres boissons, où on ne voit pas directement dedans le chametz. C'est-à-dire des boissons comme du coca ou d'autres jus qui ne sont pas sur la liste du Beddin, dans lesquels, où a priori il n'y aurait pas de chametz, mais il y a un chashash, il y a un doute peut-être qu'il y a un mélange dedans de chametz, ça rentre dans cette catégorie-là aussi. Ou alors les grains de blé en eux-mêmes, ils ne sont pas chametz. La farine avec laquelle on fait la matzah, c'est fait à partir de blé. La matzah, elle est faite à partir de blé. Mais le problème qu'il y a, c'est que de craindre que les gens viennent à prendre les grains de blé et viennent à les mouiller durant Pessah, d'accord, et ne respectent pas les quantités de temps à respecter, ou que ces grains de blé durant l'année aient été mis en contact avec de l'eau, par crainte qu'il puisse y avoir un grain de blé qui soit fermenté ou germé par le contact avec l'eau, on va le vendre aussi par Pessah. Ça s'appelle du chametz nokshe, du chametz au potentiel. Donc à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que tout ce qui est chametz gamour, notre coutume à nous, chez les séfarades, je le précise, c'est de le sortir de la maison avant Pessah et de s'en débarrasser, de brûler. À l'origine, en Afrique du Nord, on n'avait pas la vente du chametz. La vente du chametz, elle a commencé par le biais, Baruch Hashem, des Talmidei Chachamim des pays Ashkenazim, qui ont commencé à mettre en place cette vente du chametz pour différentes raisons. Des raisons qu'on a connues malheureusement en Europe de l'Est. Les gens avaient beaucoup de mal de pouvoir avoir de la nourriture chez eux à la maison. Donc c'était un peu difficile de leur demander de sortir de la maison le chametz. Donc ils ont commencé à mettre en place la vente du chametz en s'appuyant sur un avis dans la Gemara qui autorise une personne qui a du chametz en grande quantité, en quantité industrielle, d'accord, dans la Gemara on nous parle, de pouvoir vendre son chametz durant Pessah. Et quand on parle de son chametz durant Pessah dans la Gemara, on parle même du chametz gamour. Raison pour laquelle on retrouve certaines coutumes chez nos frères chassidim qui vont vendre des gâteaux, qui vont vendre du pain pendant Pessah. Chose que nous n'avons jamais fait chez les séfarades et qu'il n'y a aujourd'hui aucune raison de le faire. De ce fait, c'est une mauvaise coutume qu'il faut
dont il faut s'éloigner, surtout si on est séfarade. Voilà. Maintenant, ceux qui ont déjà cette coutume et qui suivent la coutume de leur rabbanim et de leur père, inématov ou manaïm, mais qui réfléchissent à deux fois, parce que quand on a des gens aujourd'hui qui brûlent des kitniot vers des veilles de Pessah, qui brûlent des haricots, qui brûlent des fèves, qui brûlent des objets qui s'appellent kitniot, que même au regard du Rama, ça s'appelle pas du chametz, et que normalement on n'a pas à les brûler, d'accord? Et que de l'autre côté ils nous vendent des gâteaux et du pain, il faut qu'ils se remettent un peu en question sur leur coutume. Faut pas oublier qu'il y a un problème de baltachrit, que la misva de Pessah, c'est le biour du chametz, c'est une misva de la Torah. Quand on a une misva qui nous impose de prendre de la nourriture, de la sortir de la maison pour la brûler, c'est une misva de la Torah, il n'y a pas de problème de baltachrit, normalement, a priori. Mais quand cette misva ne concerne pas les kitniot, alors là on se rend dans un problème de baltachrit. Et on a des gens aujourd'hui qui d'un côté vont vous autoriser à vendre vos gâteaux et qui vont vous dire brûlez vos kitniot. Donc là on a un problème. Alors Bezrat Hashem, on va voir ensemble. J'en ai discuté avec Laura Frankfurter qui est tout à fait d'accord avec moi. Donc, on voit, Baruch Hashem, que ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que premièrement, les kitniot, durant Pessah, d'accord? Enfin, on aborde aussi le sujet. Les kitniot, c'est pas du chametz. Même au regard du Rama, ça ne s'appelle pas du chametz. Il y a un doute que peut-être ce soit du chametz, les kitniot. Pour le Rama, qui sait, il reconnaît lui-même, qu'il est marmir et qui va selon une déa de la Gemara qui est marmira. D'accord? Mais sinon, les kitniot en eux-mêmes ne sont pas considérés comme chametz. De ce fait, quand les gens ont pour coutume de prendre leurs kitniot, d'accord, pour ceux qui ne mangent pas les kitniot, et de les brûler, c'est pas forcément nécessaire. Et que deuxièmement, ils n'ont même pas besoin de les vendre, il suffit de les mettre de côté dans le placard où on vend le chametz. Là-bas, on dit qu'on vend tout le chametz. Pour un ashkénaze, ça s'appelle chametz, donc il le met dans le placard. Est-ce qu'il a besoin réellement de le brûler quand il sait lui-même que c'est une khumra? Il n'a pas forcément besoin de le brûler, il pourrait le vendre durant Pessah, vu qu'on peut vendre le grain de blé, qui sert réellement à faire du chametz. Donc de la même façon, les kitniot, qui pourraient, selon le regard des Ashkenazim, ressembler au chametz, c'est ça le problème, c'est que ça pourrait ressembler au chametz, d'accord? Ils peuvent aussi les vendre durant Pessah. Donc, on voit par rapport à ce qu'on est en train de dire, qu'on les met de côté, et qu'en réalité, même ceux, par exemple, qui mangent pas de pois chiches, qui fait partie de la famille des légumineux des kitniot, durant Pessah, il n'a pas besoin de les vendre, il n'a pas besoin de les sortir de la maison, il suffit qu'il les mette de côté dans le placard avec le chametz, en sachant que ces kitniot-là ne seront pas vendus, parce qu'il n'a pas besoin de les vendre, en réalité. Il peut avoir, oui. On nous dit qu'il ne faut pas avoir le chametz, de le laisser dans le placard et de le vendre. Alors, c'est ce qu'on vient d'expliquer au début. On a expliqué qu'il y a une différence, il y a deux types de chametz. Il y a ce qu'on appelle le chametz gamour, c'est ce chametz-là qu'il faut brûler à Pessah, la pâte levée. La farine, on peut pâte levée, on va en discuter. La farine en elle-même, ce n'est pas du chametz. La farine en elle-même, ce n'est pas du chametz. On utilise de la farine pour faire des matzot. Comment ça peut être chametz, la farine? La farine en elle-même n'est pas du chametz, c'est ce qu'on appelle du chametz nokché. Au potentiel, ça peut devenir du chametz. Donc la farine, on peut la vendre à Pessah. Alors qu'est-ce qu'on doit sortir? Le pain qui est levé, la farine. Alors, c'est ce qu'on vient d'expliquer. Avouda. Alors on recommence. Baruch Hashem. On recommence. Mesdames, il y en a un seul qui donne le cours, excusez-moi. Mechila. Moi, en ce moment, Baruch Hashem, je vous dis, ça fait 10 jours que je suis à Paris, je vois en moyenne 6 à 8 coupes par jour. Dieu bénisse la France. Tout va bien ici. D'accord? Donc, Baruch Hashem, et tous les matins à la tfila, j'ai la bonne surprise d'avoir un couple ou des personnes qui ont besoin de prendre conseil, qui viennent à la tfila et qui me mettent tous les jours en retard dans mon seder. Alors, je demanderai à tous les gens qui soient gentils de ne pas venir le matin à la tfila, à la fin de ma tfila, pour me retarder dans mon seder. Donc, on voit quoi? On voit qu'on a expliqué qu'il y a ce qu'on appelle le chametz gamour et le chametz nokché. Donc, en potentiel, ce qui peut devenir du chametz, les grains de blé, ça peut devenir du chametz. La farine, ça peut devenir du chametz. Les pâtes, d'accord, qu'on pourrait vendre durant Pessah. Maintenant, de préférence, les pâtes, il vaut mieux les consommer au maximum et les sortir de la maison. D'accord? Et si on a des petits paquets de pâtes, alors même ceux-là, on peut les sortir de la maison et les brûler. D'accord? On a expliqué que pour les kitniot, pour ceux qui ne mangent pas les kitniot, qui peuvent les vendre durant Pessah, leurs kitniot.
D'accord? Vu que pour eux, ils considèrent que ça se rapproche du Hametz, c'est la raison pour laquelle ils mangent pas. Mais ils savent que c'est une Khumra. Même leurs poskim le reconnaissent que c'est une Khumra. D'accord? Donc, on voit que tout ça, ce sont les choses que l'on peut vendre durant Pessah, ou tout ce qui a un doute, ou qui a été mélangé avec du Hametz, mais qu'on voit pas dedans réellement le Hametz. D'accord? Comme les boissons, Coca-Cola, etc., et j'en passe, qui ne sont pas sur la liste du Beddin pour Pessah. D'accord? Ça, c'est toutes ces choses-là qu'on peut vendre. Par exemple, le parfum. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les parfums, la majeure partie des parfums, premièrement, le parfum, c'est pas raoui il a achilat kelev. D'accord? C'est pas apte à être consommable par un chien. Et que ce qui est appelé chametz, c'est uniquement ce qui peut être mangé par un chien. Donc le parfum, normalement, n'est pas consommable par le chien. Alors d'où vient cette khoumra d'interdire certains parfums? C'est une khoumra. Premièrement, il y a deux problèmes. On explique qu'on n'a pas le droit de profiter du chametz durant Pessah. Et qu'il y a des parfums qui sont faits à partir d'alcool de blé. D'accord? Donc l'alcool en lui-même, c'est du chametz. Comme c'est de l'alcool de blé, que l'alcool de blé en lui-même, il serait consommable. Une fois mélangé avec le parfum, il devient inconsommable. D'accord? Mais il serait consommable. Ok? Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que réellement, il y aurait un problème de hana selon certains décisionnaires. Et de l'autre côté, il y a un autre problème. On voit dans la halakha, dans le Shulchan Aruch, on nous rapporte l'histoire d'un sofer qui, durant Chol HaMoed, il a besoin de travailler. Normalement, on ne travaille pas à Chol HaMoed. Et normalement, on n'écrit pas à Chol HaMoed. Maintenant, c'est un sofer, lui, qui écrit des écritures saintes et qui, pour une raison qui lui est propre, il doit avoir peut-être des problèmes de parnassa. Quelqu'un qui a des problèmes de parnassa, il pourra travailler discrètement sans que les gens le voient qu'il travaille durant Chol HaMoed. D'accord? Donc, même si c'est un sofer, il pourra écrire. De préférence avec chinouille. Maintenant, si c'est dans le cas d'une écriture sainte, où il y a des règles très particulières, et que c'est écrit, que si c'est mal écrit, ça peut rendre pas soul son travail, donc il pourra écrire normalement. Donc ce sofer, il décide d'écrire durant Chol HaMoed. Maintenant, ce sofer, pour son encre, il utilise de l'alcool de blé. Il utilise du shrar, donc de l'alcool, qui est de l'alcool de blé, qu'il mélange pour faire son encre. Alors on dit là-bas, attends, c'est de l'alcool de blé, c'est du chametz. Oui ou non? Alors ils disent que durant Pessah, il peut écrire avec. Durant Pessah, il peut écrire avec. Pourquoi? C'est pas raoui la achilat kelev. Le problème de Issour de Hana, de profiter du chametz, on parle les khatrila, on parle d'un chametz qui est consommable. Donc de ce fait, dans tous les produits d'entretien, à l'origine, pour nous les séfarades, je parle bien pour nous les séfarades, pas pour nos frères ashkénazes. Nos frères ashkénazes, ils ont un problème par rapport à ça qui est beaucoup plus important que le nôtre. D'accord? C'est, en réalité, on n'aurait pas besoin d'avoir des produits d'entretien cachés à les Pessah. Maintenant, on a besoin réellement d'avoir des produits d'entretien cachés à les Pessah, sur tous les produits qui rentrent en contact avec les vaisselles ou avec la table. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Il y a un klal dans la Gemara qui s'appelle Choser Venior. Donc on va revenir. On va revenir sur ce sofer. On dit que ce sofer, il pourra écrire avec, mais il ne pourra pas prendre sa plume et la mouiller, l'humidifier avec sa langue. Donc même si ça ne s'appelle pas du chametz gamour, et même si ça ne s'appelle pas du chametz shiraou ila achila, et qu'il n'y a pas de problème de hana, il y a un problème qui peut le mettre dans sa bouche. Donc sur le parfum, on a un problème avec le parfum. Pourquoi? Parce que même si je me dis, bon alors, c'est pas raoui la achilat kelev, il n'y a pas de problème de hana, regarde l'histoire du sofer. Quand je me parfume, il y a des gens qui aiment bien le parfum, et qui se mettent tellement de parfum, il y en a qui font autour du visage, comme ça, d'accord? Ils vont se mettre du parfum dans la bouche. Et là, il y a un problème. Pourquoi? Parce que durant Pessah, on nous rapporte que même un petit grain de blé ne doit pas être consommé durant Pessah. Même une petite miette de chametz, j'ai parlé un grain de blé, c'est un lapsus, excusez-moi, une petite miette de chametz ne doit pas être consommée durant Pessah. Toute petite miette, la moindre petite miette. On fait la chasse aux miettes avant Pessah. C'est pas pour se mettre du parfum dans la bouche durant Pessah. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que pour ces raisons-là, on estime qu'il y a une liste de parfums. Maintenant, il faut savoir que la majeure partie des parfums sont faits aujourd'hui à partir d'alcool synthétique. Un alcool synthétique qui ne pose absolument et strictement aucun problème pour Pessah. Mais il y a quand même une liste de parfums autorisés par la liste du Beddin qu'on pourra regarder parce qu'il y a certains parfums de grandes marques où ils continuent à utiliser des produits naturels, dont de l'alcool de blé, pour obtenir leur parfum. Donc, c'est vraiment un autre débat, parce que la liste des fromages, il faut des fromages qui soient totalement surveillés pour Pessah. Et
et vous avez des fromages aujourd'hui en France avec des tampons cachers les Pessar. Oui, mais visiblement, il y a des surveillances qui sont bonnes. On ne connaît pas les surveillances qui sont bonnes. On connaît maintenant. Maintenant, on a la liste. Bon, moi je rentre pas dans la shonara, je vais pas rentrer dans ces choses-là. Non, pas rentrer dans la shonara, on rentre dans les listes. On a, voilà. Il faut connaître. Il faut connaître. Faut voir autour de vous, en rappelant qu'il y a certains herchers aujourd'hui à éviter, pas tant parce que ce sont des mauvais herchirim, tant parce que leur système d'étiquetage est problématique. Il y a eu un Rav qui a un bon hercher, qui a eu un problème une année à Pessah, où il y a des gens qui ont imprimé ces étiquettes, parce qu'aujourd'hui avec les ordinateurs on fait ce qu'on veut, ils ont collé des étiquettes sur des camemberts qui n'étaient pas cachers en les vendant dans une chaîne de distribution au magasin, en leur disant que c'était caché les Pessah. Maintenant, en rappelant que les distributeurs ne sont pas des rabbins, Mais voilà, c'est des commerçants. c'est des commerçants, d'accord? Et là, ce commerçant-là, non. Là, il s'agissait réellement d'un escroc. Pourquoi? Parce que le fromage n'était même pas cachère. Et quand le Rav s'est rendu compte, il est parti voir l'usine en question en leur disant, mais comment vous mettez mes étiquettes sur votre fromage? Il dit, mais nous, on a mis aucune étiquette. Mais est-ce que vous avez une production cachère? Mais nous, on n'a aucune production cachère. Il y a apparemment quelqu'un qui a acheté un grand volume de ces fromages-là et qui a décidé de les vendre avec un tampon cachère épaisseur. Mais ils devraient avoir une amende, ces gens-là. C'est pas normal. Ils font du mal. Je dirais qu'ils devraient avoir une autorité plus importante. Bon, écoutez, ça, c'est aux autorités de faire ce qu'il faut. D'accord? C'est aux autorités de faire ce qu'il faut. Normalement, c'est la responsabilité des rabbinim et du consistoire de France de s'assurer que ce type de problème ne se passe pas. C'est leur responsabilité à eux, et quand ça se passe, c'est à eux de même mettre ce qu'il faut faire en place avec la justice, même s'il le faut, parce que là, il s'agit de gens dangereuses, et qu'il n'y a pas de problème de Al-Shana ici. Il n'y a pas de problème de dénoncer une personne comme ça. Les autorités, quand on a affaire à des gens qui sont capables de vendre du taref, en disant que c'est caché à l'épaisseur, c'est un problème. Donc, méfiez-vous, renseignez-vous bien. Baruch Hashem, vous avez vos rabbinim ici en France, chacun il a son rabbin dans sa communauté, prenez renseignement auprès de vos rabbinim, prenez vos renseignements auprès du consistoire, chacun par rapport à son niveau de cacheroute, chacun par rapport à son niveau de... Ne vous inquiétez pas, il y a des rabbins en consistoire qui sont capables de vous répondre, même sur ces produits-là. Tu vas pas sur le site internet, je sais pas du nom. En tout cas, je peux juste dire une chose par rapport au consistoire, parce que c'est aussi facile de... C'est vrai qu'il y a des failles et qu'il y a eu des périodes un peu sombres, on va dire. Mais en tout cas, moi, je sais que mon frère, qui est le représentant du séjour que j'organise à Pessah, il est allé passer l'examen pour avoir la garantie du Bédine. Et je peux vous dire que le grand rabbin Boulanaïm, c'était la grande classe. Bon, Baruch Hashem, mais c'est ce qu'on est en train de vous dire. On est en train de vous dire que le consistoire, il fait... C'est ce qu'on est en train de vous dire. On est en train de vous dire que le consistoire, depuis toujours, excusez-moi, le consistoire, depuis toujours, fait un travail exceptionnel en s'adaptant au niveau de la génération. Aujourd'hui, la génération elle est en train d'avancer. Le consistoire, il avance avec. Si la génération avance, ce ne sera pas étonnant de voir les rabbinim avancer avec la génération. Donc, voilà, Baruch Hashem. Donc, par rapport à ça, on fait le procès à personne. On explique simplement que si le consistoire ne fait pas une liste de fromages, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a des problèmes dans les fromages. Tout simplement. D'accord? Donc ça, c'est premièrement. Et deuxièmement, les herchirim que moi, je vais conseiller de prendre aux gens dans les fromages, ce ne sont pas les herchirim de France. Parce que tant que ces rabbinim-là, ils utilisent un système d'étiquette, et qui décident pas de vendre leur fromage un peu plus cher pour faire un emballage particulier avec un emballage avec le Hercher sur l'emballage et un emballage d'une couleur différente, ils peuvent se mettre d'accord avec les entreprises avec qui ils travaillent au niveau du marketing. Ça posera de problème à personne, qu'ils investissent un peu, qu'ils soient sérieux, qu'ils arrêtent avec leurs problèmes d'étiquette, parce que leurs étiquettes nous posent beaucoup de problèmes, même si leurs chérim sont très bons. Donc moi j'encourage les gens à prendre des fromages qui viennent d'Israël, avec les herchirim d'Israël. Avec les herchirim d'Israël, pour ceux qui mangent les kitniot, ou que c'est marqué kasher les kitniot, pour ceux qui mangent pas les kitniot, maintenant il faut savoir une chose, pour quand on a les herchirim qui arrivent d'Israël, ou que c'est marqué dedans kasher les kitniot, il y a un problème en France, par rapport aux juifs de France là-dedans. Pourquoi? Parce qu'en Israël, on a pour coutume de consommer tous les légumineux. D'accord? Les pistaches,
entre guillemets, on va les consommer à Pessah. D'accord? C'est pas tout le monde qui consomme, pardon, excusez-moi. Non, je parle des Sfaradim, madame. Je parle des Sfaradim. Là-bas, on a coutume, les séfarades, vous sentez bien à mon accent que je suis séfarade. Donc, alors, on voit comme ça que les séfarades en Israël mangent toutes les kitniotes. D'accord? Mangent toutes les kitniotes. Et en plus, au début du cours, j'ai rappelé gentiment que les Ashkenazim ne consommaient pas des kitniotes. Donc, quand je dis nous, en Israël, on a l'habitude de manger tous les kitniotes, c'est bien sûr les séfarades en Israël. Donc, tous les séfarades en Israël mangent toutes les kitniotes. Maintenant, on voit qu'ils mangent le hummus, ils mangent tous les kitniotes mélangés. Maintenant, il faut savoir qu'il y a des coutumes ici où on ne mange pas toutes les kitniotes. Il y en a certains qui ne vont pas manger certaines des kitniotes par rapport à d'autres. Donc, quand vous avez les produits qui arrivent de l'industrie agroalimentaire israélienne et qu'on vous marque cacher les orchlés kitniotes, ça se trouve, si vous êtes tunisien et que vous ne mangez pas les hummus à Pessah, ça se trouve, il y a du hummus, on le trouve dans tous les produits à Pessah, dans la chaîne agroalimentaire. Donc, il y a certains produits que vous n'allez pas forcément consommer à Pessah, qu'on va retrouver à Pessah dans ces produits-là. Donc, il faudra faire attention. Donc, peut-être pour ceux qui ont un problème, qui ne mangent pas certaines kitniotes, et aussi pour ceux qui, Birklal, ne mangent pas du tout les kitniotes à Pessah, quand ils vont voir ces fromages-là, de faire attention que ce soit caché les Pessah pour tout le monde, et pas uniquement pour les kitniotes. Je voulais vous poser une question. Oui. Si nous, par exemple, on avait un minag et qu'on est marié avec un séfarade et qu'on est ashkenaz, ou qu'on est ashkenaz et qu'on est marié avec un séfarade, on suit le minag de son père, de son mari, excusez-moi. Oui, mais le mari c'est comme le père, c'est un lapsus. Moi, par exemple, Bon. quand j'ai je peux pas manger mon mari. Hein? Quand ton mari est séfarade, Elle doit suivre le minag de son mari. Moi, je la mange pas mon minage de quand c'est normal. Ton mari est marié. On suit, ok, on n'est pas là pour faire le procès à qui que ce soit, on continue. Donc ça, on a parlé des kitniotes, des herchirim, etc. Bon, bref, ça va dans tous les sens, Baruch Hashem. Il y a beaucoup de questions, je vois qu'il y a beaucoup de questions. Baruch Hashem, maintenant, il y a un point qui est important. Attendez, il y a un point qui est important. Quand on parle en même temps que moi, je bug. C'est un truc, les ordinateurs bug, moi je suis un rabbin qui bug. Donc on voit par rapport à ça, aujourd'hui, bon, Baruch Hashem, on a expliqué qu'il y a différentes coutumes. D'accord? Maintenant, comme vous l'avez soulevé la question, une femme qui a épousé un mari de différentes coutumes devra suivre la coutume de son mari. On va pas s'amuser à faire tralude à la maison, de faire un peu comme la femme, un peu comme le mari. Comme j'ai expliqué au cours hier soir, une personne qui veut faire teshuva, dans le cadre de cette teshuva, si elle n'a pas l'envie de suivre le minag de ses pères, parce qu'elle n'est pas attirée par le minag de ses pères, on autorisera a posteriori, bediavad cette personne, à changer de coutume. Parce que le fait de respecter la coutume de ses pères, c'est une obligation qui nous vient, car il s'agit là d'une interdiction rabbinique, rappelée par Shlomo HaMelech, Al titosh Torah timecha, ne te détourne pas de la Torah de ta mère. La mère, on dit que c'est les rabbins, raison pour laquelle les rabbins mettent des manteaux longs aujourd'hui. D'accord? Donc, pourquoi? Parce que les rabbins sont des mamans. En réalité, Baruch Hashem, c'est-à-dire que comme la mère à la maison a fait attention à que ses enfants ne fautent pas, les rabbins sont là pour, avec leurs interdits rabbiniques, éloigner les gens des fautes de la Torah. Donc on dit que le meilleur moyen d'accomplir la Torah comme il faut, parce qu'il y a un très grand inyan au niveau de la spiritualité de se rattacher aux actions de nos pères, vu qu'il y a un canal depuis Moshe Rabbeinu qui se crée à travers les générations, et que ce canal n'est valable pour nous qu'à travers nos coutumes, il vaut mieux pour chacun d'entre nous qu'on se rattache à nos coutumes, pour se rattacher au canot de nos pères, pour remonter jusqu'à la bracha supérieure dans le ciel. Maintenant, Bedi Avad, si une personne ne ressent pas l'envie de suivre la coutume de son père, d'accord, il sera autorisé de changer de coutume. Mais s'il vient à changer de coutume, il change de coutume, il choisit qu'une seule coutume. Il suivra que cette coutume. C'est un séfarade qui devient Chabad, il devra faire tout comme les Chabad à Pessah. On ne peut pas être Chabad toute l'année et manger les kitniotes à Pessah. Ça n'existe pas. D'accord? C'est parce que là, on n'est pas dans le Hémet. Il faut suivre le Hémet jusqu'au bout. Quand il y a une coutume qui se crée avec un certain nossar dans la tfila, une certaine paire de tfilin à mettre, une certaine façon de mettre le talit, une certaine façon de faire la bracha, un certain ordre pour pouvoir faire Netilat Yadayim le matin, et ainsi de suite, il y a un ordre logique qui a été créé par les rabbinim dans chaque coutume, qui sont des grands maîtres,
et qui ne font pas rien sans rien. C'est-à-dire, il y a une raison à chaque chose. Et il y a une cohérence dans toutes les coutumes, ça crée un grand ensemble. On ne peut pas venir et prendre un peu de cette coutume-là et un peu de cette coutume-là, parce qu'à la fin, on est rattaché nulle part. On remonte pas dans le ciel. Ça, c'est un Yetzer Hara. Donc, pour ceux qui veulent changer de coutume dans le cadre d'une teshuva, on ne parle pas de gens religieux. On parle de gens qui ne sont pas religieux avant de faire teshuva. Qui veulent faire teshuva dans le cadre de leur teshuva changer de coutume, ils doivent changer de coutume jusqu'au bout. Et à Pessah, suivre la coutume qu'ils ont choisie. D'accord? Donc, ça, c'est des choses qui sont importantes. On ne critique pas ça, Chas Shalom. Bien au contraire, si une personne préfère changer de coutume, on l'y encourage. Il nous assure qu'il va prendre l'engagement, si cette personne va prendre l'engagement, d'être une personne iré Shamaim et de faire la Torah et les Mizvot comme il faut. Inematov ou Manaim. En rappelant que c'est du Bediavad, c'est du a posteriori, que a priori le top du top, c'est de suivre le minhag de ses pères. C'est ça. C'est le top du top, bien sûr. Bien sûr. Oh Hachem. Mais moi, très souvent, avec mes péotes et ma longue barbe et mon long manteau et mon grand chapeau, on me pose des questions. Est-ce que je suis chassid? Est-ce que je suis chabad? Je réponds, je suis juif. J'ai vu Rav Rothenberg cette semaine, je l'ai rappelé hier, je le rappelle dans chacun de mes cours. On a discuté un petit peu, il a dit quand même, on est fort chez nous les Tunisiens. Alors les gens autour de lui l'ont regardé, il a dit, mais Rav, depuis quand vous êtes Tunisien? Ah, je vais me corriger, on est fort chez nous les Juifs. Les Juifs de Tunisie, les Juifs de Pologne, les Juifs de Roumanie, les Juifs du Maroc, on est tous des Juifs. On est fort chez nous, Baruch Hashem. Donc, excusez-moi. oui. Après-guerre, il y a eu des mouvements de jeunesse qui se sont créés, comme le DEJ, etc., dont je faisais partie. Oui. Et on faisait un Birkat Amazon, moitié séfarade, moitié ashkénaze. Donc toute cette génération, on a continué à faire le Birkat Amazon comme ça. Bon, et ça dans les écoles juives, si vous voulez, c'était le minimum commun, on créait le minimum commun. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Il y a beaucoup de notre génération, on a fait le Birkat Amazon tout le temps comme ça. C'est pas grave, maintenant vous avez changé, vous faites pas tahlia ou? Ça y est, maintenant je fais pas tahlia. Eh ben voilà, c'est réglé. Baruch Hashem. Alors on continue. Et les enfants qui sont dans des écoles, par exemple, Lubavitch, mes enfants ils sont dans une école Lubavitch, nous on n'est pas. Ils suivent le minhag des parents à la maison. Mais nous on n'est pas Lubavitch, mais comme ils font tout le temps Lubavitch à l'école, il me dit mon fils, moi je peux pas faire autre chose. Moi j'ai connais tout par cœur, j'ai fait. Bon, alors, c'est à vous de faire la vente de vos minhagim. Eh ouais. C'est pas méchant. Aujourd'hui, il y a un véritable problème. Le monde séfarade est en danger. Je vous dis bien, les gens pensent qu'avec le Rav Ovadia Yosef, alors le monde séfarade a connu un renouveau. Le monde séfarade a connu un renouveau. Je bug. C'est très sérieux. Le monde séfarade a connu un renouveau. Baruch Hashem. Et que, aujourd'hui, Baruch Hashem, les séfaradim, on en parle, ils ont des psakim, etc. Il faut savoir que, d'année en année, il y a de plus en plus de séfarades qui vont étudier dans les yeshivot ashkénazes. D'année en année, ils changent de coutume. Baruch Hashem, avec le temps, avec l'aide de Dieu, ça va nous donner un grand minag israélien en Israël. Vu qu'aujourd'hui, on voit que les chassidim ont pris des minagim des sfaradim, les sfaradim ont pris des minagim des chassidim. Il y a un grand minag Israël qui est appelé à se créer, Baruch Hashem, en Israël. Ça, c'est quelque chose de très bien ce qui est en train de se passer en Israël. On ne critique pas du tout. Ça fera plus d'ardoute avec le temps. Maintenant, et on le voit avec les années, les différences s'estompent, que Baruch Hashem, il y a de plus d'ardoute qui se fait dans le sein du clan d'Israël. Et je parle aussi bien dans le monde non religieux que dans le monde religieux. Maintenant, il faudra unir ces deux mondes-là pour que la doute soit totale, Bezrat Hashem. Maintenant, on voit que de l'autre côté, on voit qu'en dehors d'Israël, alors il y a beaucoup de gens qui suivent d'autres coutumes, qui, grâce au mérite de nos frères Chabad, il faut bien le dire, il faut le reconnaître, au moment où il y a eu l'alliance, s'il n'y avait pas eu les Lubavitch, les Juifs, ils seraient assimilés beaucoup plus vite. Donc Baruch Hashem, heureusement qu'ils ont été là, mais ça a eu pour conséquence que beaucoup de nos jeunes ont changé de coutume. Pour quelle raison? Parce qu'il a rapporté dans la halakha, si un Rav ne connaît pas la coutume des gens à qui il doit enseigner la Torah, mais connaît sa coutume à lui, il vaudra mieux qu'il enseigne sa coutume à lui que la coutume des autres. D'accord? Bon, Baruch Hashem. Maintenant, donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que ça a entraîné que beaucoup de gens ont changé de coutume. Mais si on continue comme ça, il n'y aura plus de séfarades. Et s'il n'y a plus de séfarades, alors on oubliera qu'avant le Baal Shem Tov, ce qu'a mis en place le Baal Shem Tov en Europe de l'Est, c'était la Torah des Rabbanim Sefaradim en Afrique du Nord. Et que la coutume du Baal Shem Tov, et ça dérange tous les Ashkenazim quand je le dis, ça s'appelle une coutume Sfard, parce que ça vient de Pologne et ça vient de Russie. On appelle ça la coutume Sfard, parce qu'il s'est inspiré des Rishonim Sfaradim.
pour mettre en place son système d'études, pour mettre en place son système d'études de Kabbalah et pour mettre en place son système d'Ardout dans le clan d'Israël. En Afrique du Nord, ça n'existait pas les familles de Talmidei Chachamim qui refusaient de donner en épousailles leurs enfants à des familles de personnes qui travaillaient. Ça n'existait pas chez nous. Ça existait dans le monde ashkénaze. Celui qui a changé ça, c'est le Baal Shem Tov, dans le monde ashkénaze. Chez nous, ça n'existait pas. Chez nous, ça n'existait pas d'interdire aux gens d'étudier la Kabbalah. Ou d'interdire de dire aux gens qu'ils doivent attendre d'avoir 41 ans et d'avoir un garçon ou une fille pour étudier la Kabbalah. Chez nous, tous les Bachourim étudiaient le Zohar, dès leur plus jeune âge, d'accord, à partir de la Bar Mitzvah, et dès qu'on voyait qu'ils étaient en âge de pouvoir comprendre un peu les secrets de la Torah, on commençait à leur faire comprendre, étudier les Sha'ar HaKavanot, qui donnaient un véritable sens aux fêtes et aux mitzvot que l'on fait, du Harizal, et ça même avant qu'ils soient mariés. Donc on n'avait pas tous ces nianim-là chez nous. Donc on a étudié la Kabbalah, etc. Et quand on le voit dans le monde de la Kabbalah, Baruch Hashem, il y a eu beaucoup de grands maîtres au sein de la Chassidut, c'est vrai. Il y a eu beaucoup de grands maîtres aussi dans le monde ashkénaze, c'est vrai. Mais les plus grands maîtres et les plus grands kabbalistes que nos générations ont connus viennent du monde séfarade, parce que c'est là-bas qu'il y a la plus grande des massorettes au niveau de la Kabbalah, et ce jusqu'à aujourd'hui. Donc pourquoi aller voir ailleurs, et pourquoi étudier les rabbanim des autres coutumes avant d'étudier les coutumes de nos propres rabbanim? Ça c'est une véritable question, ça reste une couchée pour moi. Parce que j'ai étudié l'histoire de nos rabbanim, rapportés dans nos poskim, qui sont nombreux. J'ai étudié tous les sfarim et tous les shoutim de nos rabbanim sfaradim, qui sont nombreux, qui ont précédé certains shoutim de certains grands maîtres, comme le Tzemar Tzedek ou d'autres, et qui rapportent les mêmes halachot avant ces rabbanim-là. Comme quand on voit quand le Hémet il est dans le ciel, il ressort aussi bien d'un bout à l'autre du monde, sans pour forcément que les Réad Tzadikim se communiquent entre eux. Waouh! Alors maintenant on continue. Par rapport à ça, Baruch Hashem, mais il faut savoir s'encadrer et d'étudier avec ses maîtres. Maintenant, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on voit? On va continuer. Bezrat Hashem, on voit que à Pessah, donc on a parlé des kitniot, du chametz, de ce qu'il faut vendre, de ce qu'il ne faut pas vendre. On a parlé des différentes coutumes. Inematov ou Manaim, chacun suivra la coutume qu'il a choisie. D'accord, en la suivant jusqu'au maximum, en rappelant que le top du top, c'est chacun suivre sa propre coutume. Et un jour, on m'a dit que les gens avaient déconseillé en France de manger du riz. D'accord? Parce qu'il y avait un véritable problème. C'est vrai qu'il y avait un problème à cette époque-là en France. Dans certaines marques de riz françaises, les gens s'amusaient à acheter du riz qui n'était pas caché à l'épaissard, qui n'était pas trié au laser, et on pouvait trouver des grains de blé en grande quantité. Ou alors, dans la chaîne agroalimentaire, d'accord, il y avait de la farine qui était répandue dans le riz pour que le riz ne colle pas sur les plateaux à la chaîne. On mettait un peu de farine, donc ça pouvait être un problème. On pouvait avoir du riz imprégné de farine, chas shalom. Quand on le met dans l'eau, c'est pas top. Donc, c'est pas top du tout. Donc, il y avait des rabbanim qui ont, à l'époque, interdit le riz. Aujourd'hui, Baruch Hashem, je pense que même ici, vous avez le riz d'Israël qui arrive, caché à l'épaissard pour les ochlé kitniot, pour ceux qui mangent du riz. D'accord? Il faut savoir que c'est du riz qui est trié au laser, que normalement, on n'aurait pas besoin de le trier 3 fois avant Pessah. Mais comme on a une coutume de devoir trier le riz 3 fois avant Pessah, il faudra, même s'il a été déjà trié au laser, le trier avant Pessah pour tous les mangeurs de riz. Pour tous les mangeurs de riz. Et en rappelant autre chose, que si on a la possibilité de pouvoir manger du riz à Pessah et qu'on n'en mange pas, alors c'est pas top, parce qu'on se sort de la coutume de nos pères. Il faut savoir que le Ben Israël, à son époque, en Irak, il mangeait du riz. Et qu'il y a eu un gros problème de mélange. Il faisait pousser le riz à côté des champs de blé. Et qu'il y a eu beaucoup de mélange entre le riz et le blé. Il y a eu beaucoup de mélange entre le riz et le blé. Il y a eu beaucoup de mélange entre le riz et le blé. Il y a eu beaucoup de mélange entre le riz et le blé. Baruch Hashem. Et ce qui s'est passé, tout simplement, les pauvres, ceux qui vont écouter le cours sur Internet. Alors, il y a eu beaucoup de mélange entre le riz et le blé. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit en réalité que le Ben Israël a interdit la consommation du riz parce qu'il y avait un véritable problème. Il l'a interdit pendant 3 ans. Au bout de la 4e année, il a réautorisé le riz. On lui a dit pour quelle raison? Interdit les gambrés le riz. Il dit mais c'est le minhag de nos pères. Si la coutume de nos pères est de manger le riz, on n'a pas le droit de dire qu'on veut mieux faire que nos pères. Question. Oui. Nous sommes dans un séjour organisé où il y a 300, 400, 600, 200 personnes. Enfin, c'est pas un groupe. Où il y a plusieurs personnes, et donc on nous a dit que même s'il y avait des Tunisiens, le fait qu'il y ait d'autres il n'y a pas de kitniot.
Voilà. Il y a Kitniot, c'est un séjour avec Kitniot. Ouais, alors? Simplement, on nous a dit le fait qu'il y ait des Marocains ou qu'il y ait des Algériens qui ne consomment pas le riz, on n'a pas l'autorisation de faire du riz pendant ce séjour. Parce que ça peut, pour eux, c'est une consommation comme si c'était du Hametz. Donc on nous a interdit, le Badi nous a interdit de faire le... Ok, très bien. Alors, je vais vous expliquer les choses telles qu'on doit comprendre. La marloquette qu'il y a sur le riz, elle est très différente que la marloquette qu'il y a sur les kitniot. Le riz ne fait pas partie de la famille des kitniot. Ce n'est pas un légumineux. Le riz, il y a un problème dans la façon dont il a de pousser. Il y a un débat dans la Gemara. Est-ce que c'est oui ou non un céréal? Raison pour laquelle on fait mésonote. La coutume, minag olam, de faire mésonote sur le riz. Certains de nos frères ashkénazes vont faire adama sur le riz. Et d'autres de nos frères ashkénazes qui ont raison expliquent que pour se sortir de la marloquette, il vaudra mieux manger du riz que durant un repas motzi, ne pas s'amuser à faire mésonote sur le riz. Maintenant, si le minag de nos pères est de faire mésonote, on fait mésonote, mais on sait que quand on fait mésonote sur le riz, on se rend dans une marloquette. On est en plein débat. D'accord? Sur le riz. Donc, on fait mésonote. Maintenant, la bracha, on n'en fait pas, mais une chaloche. La bracha qu'on doit faire après la consommation d'un céréal. On fait bourré nefashot. Pourquoi? À cause de cette marloquette. Parce que ça ressemble à du céréal. Ça pousse comme un céréal. Ça nous remplit le ventre comme un céréal. D'accord? On peut même en faire de la farine. On peut faire de la farine de riz. On peut faire du pain de riz. D'accord? On peut tout faire, mais la pomme de terre aussi. D'accord? Il y a des poskim qui avaient interdit la pomme de terre à une époque. Pourquoi? À cause de la fécule de pomme de terre, parce qu'on pouvait faire du pain avec. Ils disaient tout ce qu'on pouvait faire du pain avec, on va éviter. Il y avait certains pays où ils arrivaient à faire du levain avec la fermentation du concombre et des cornichons. Donc il y a certains de nos frères ashkénazim qui ont pour coutume de ne pas consommer les concombres et les cornichons à Pessah. D'accord? Parce que Baruch Hashem, Ashrecha Israël, il y a des gens qui sont markmirim, ils ont eu des coutumes, parce qu'ils voulaient respecter l'esprit de la fête. C'est quoi l'esprit de la fête? De ne pas pouvoir avoir à table quelque chose qui ressemble à du pain levé. Donc on voit que s'il y a des gens qui sont amusés à interdire les kitniot, qui sont amusés à interdire le riz, qui sont amusés à interdire beaucoup de ces choses-là, moi j'encourage le consistoire et tous les rabbinim de prendre leur courage à deux mains, parce que si on voit l'esprit de la fête où on interdit toutes ces choses-là, c'est de dire, alors que tous les herchérim aujourd'hui qui nous font des gâteaux et des pâtes à partir de fécule de pommes de terre, et de la pizza à partir de fécule de pommes de terre, que ça ne remplit pas l'esprit de la fête. Et la tradition, au niveau de la halacha, d'accord, parce que on se prend la tête sur beaucoup d'éléments, même si ni karadine, ça pourrait être autorisé, parce que c'est de la fécule de pommes de terre, ça racole et que ça s'appelle pas du chametz, ça rentre pas dans l'esprit de la fête. Et au niveau de l'éducation entre nos enfants, demain il sera difficile devant un petit enfant de lui expliquer que ça c'est un gâteau fait à partir de fécule de pommes de terre, et ça c'est un gâteau fait à partir de farine de blé. Donc de voir, et au niveau, pas halachique, mais au niveau ashkafatique, de la vision de la fête, de la logique qui est autour de la fête, peut-être de voir si on pourrait éviter de consommer ce type de produit. Maintenant, par rapport à ça, en rappelant que un des herchérim, on va le rappeler quand même, j'aime bien le rappeler de temps en temps, et leur taper sur les doigts, un des herchérim qui s'amuse à faire un maximum de ces produits-là, c'est un hercher de Bnei-Brak, d'accord, qui s'appelle Khatam Sofer Bnei-Brak, qui à une époque avait autorisé la gélatine animale dans les mentos. Oui. Et qu'il y avait des mentos vendus en Israël, les fameux mentos, avec la gélatine animale, autorisés par le Khatam Sofer, en s'appuyant sur des avis qui sont très très permissifs, d'accord? Donc, et en réalité, une chose qu'on n'a jamais eu coutume dans tout le clan d'Israël d'autoriser. Même s'il y a des avis sur lesquels on pourrait s'appuyer pour pouvoir autoriser une telle chose, on s'est jamais amusé à faire une chose pareille. Eux, ils l'ont fait à l'époque. Donc à l'époque, tous les rabbinim leur ont tapé sur la tête, et il y avait même les rabbinim Yosef, le père ainsi que tous les fils, qui avaient interdit de consommer ce hercher. Et on voit que c'est ce hercher principalement qui nous fait débarquer en France et un peu partout dans le monde ce type de produit-là. Voilà, ça faut le rappeler. Ok? Ces mentos, alors on ne peut pas les prendre? Aujourd'hui, après, ils ont corrigé, faut bien le rappeler, qu'ils ont sorti après, ils ont fait des mentos avec une nouvelle consommation, quand ils ont vu tous les rabbinim qui sont sortis contre eux, et qui ont dit qu'il ne faut pas consommer de ces mentos, et même quand ils ont vu les avis des rabbinim qui ont l'habitude d'être très permissifs, comme les rabbinim Yosef, donc le Rav Ovadia et ses fils, ils ont vu que même eux se sont mis contre eux,
Alors ils se sont dit, bon, alors on va changer la production. Ils ont changé la production, ils ont enlevé de la composition de la gélatine. Donc aujourd'hui, dans les mentos qui arrivent, il n'y a plus ce problème de gélatine animale. D'accord? Quand on voit les mentos qui arrivent d'Israël avec un Hercher. Maintenant, de l'autre côté, faut faire attention. Au Hercher, il me comprend. C'est une chose qui est essentielle. On dit que le Hercher, c'est quoi l'origine du Hercher? Je vais vous expliquer tout simplement. Parce que c'est une chose qui est importante, que les gens s'embrouillent beaucoup. L'origine du Hercher, à la base, dans la Gemara, on nous dit que quand un homme il va consommer dans un restaurant, d'accord? À l'origine, on ne devait pas s'asseoir dans le restaurant pour éviter les problèmes de la shonara et les problèmes qu'on s'assied les uns à côté des autres et que l'un entende les problèmes de l'autre. Donc à la base, on ne s'asseyait pas dans la même salle pour tous manger ensemble, d'accord? À l'époque de la Gemara, je dis bien, hein, ok? Et on devait connaître le propriétaire de l'endroit et on devait connaître les personnes qui étaient en cuisine. Si les personnes qui étaient en cuisine, c'était des gens qui étaient Yereshamaim, alors on pouvait consommer. De là est venue l'origine du Hercher, de se dire, nous, vous ne connaissez pas tout le monde, mais vous nous connaissez nous. Les gens du Hercher, les gens du consistoire, les gens de tel ou tel ou tel Hercher, d'accord? Vous connaissez notre moralité, vous savez, vous connaissez notre niveau d'application. C'est pour ça qu'il est important de savoir à qui on a affaire. De voir un tampon quand on voit un tampon, je suis vraiment désolé de vous le dire, ok? Il faut savoir que dans le Shulchan Aruch, c'est terrible ce que je vais dire, il y a 4 parties. Et il y a quasiment 3/4 du Shulchan Aruch qui parlent des différends, des malentendus, des vols, des escroqueries. Et pourtant, le Shulchan Aruch, il n'a pas été écrit pour des non-religieux. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quand on parle d'argent, d'accord, et quand on parle d'industrie où il y a de l'argent, il peut y avoir parfois un Yetzer Hara qui peut aveugler les gens et entraîner des problèmes. Donc, il faut faire attention aux produits qu'on va consommer. Quand aujourd'hui on sait qu'il y a des gens qui ont envie de consommer du Hametz à Pessah, alors pour ces gens-là, on va faire des gâteaux à la fécule de pommes de terre, on va faire des pizzas à la fécule de pommes de terre, on va faire des pâtes à la fécule de pommes de terre. Et on commence comme ça. D'accord? Tout simplement pour les ramener. Mikaradine, c'est autorisé. On ne peut pas l'interdire. Je le dis, je le répète. Mais ça ne rentre pas avec l'esprit de la fête. C'est pas dans l'esprit de la fête. C'est pas dans l'esprit de la fête. D'accord? Maintenant, on va continuer. Donc, quand on va faire son ménage de Pessah, faudra faire attention dans les gants. Les gens, ils prennent des gants pour nettoyer la maison. Très souvent, dans ces gants-là, il y a du talc. Et très souvent, ce talc-là, il est fait à partir de farine de blé. Donc, vous prenez vos gants avec vos petites poudres blanches, ça transpire dans les mains, et des fois ça va aller un petit peu partout, et vous avez du Hametz dans vos mains, vous êtes en train de nettoyer la maison. Raison pour laquelle il est conseillé d'utiliser des gants kasher les Pessah, ou des gants sans talc. D'accord? Vous avez aujourd'hui des grands gants en plastique, les roses, etc., pas les gants jetables, ok, où dedans il n'y a aucun talc. D'accord? Ils ne sont pas poudrés. De quoi? Des gants sans rien, pas poudrés. Exactement. Donc des gants sans poudre, voilà, des gants sans poudre, ou des gants d'Israël, marqués Kasher les Pessah. Bon, voilà, ça on explique simplement, d'accord? C'est très important de mettre des gants, de ne pas vous abîmer, mesdames, vos mains, pour arriver le soir du Seder de Pessah avec les mains irritées. D'accord? C'est pas une misva. En rappelant que le Hametz, pour le détruire avant Pessah, il suffit aussi de le dénaturer. C'est-à-dire de prendre des produits chimiques et de mettre sur le Hametz et de passer un coup, ça suffit, il n'y a pas besoin de gratter à la mort. En Tunisie et au Maroc, je vous racontais, ils prenaient du soude à la fin, mettaient de l'acide par terre, pour être sûr qu'il y ait de la chaux, etc., pour être sûr qu'il n'y ait plus rien au niveau des miettes. À l'époque, les femmes, je vous le dis, elles étaient moins actives qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, les femmes, elles sont extrêmement actives. Elles ont le travail d'un côté, les enfants de l'autre, un céder incroyable. Alors, il faut savoir où est la Kula, où est la Khumra. Pourquoi? Parce que vous avez une obligation. Et ça, c'est très très important. Le soir du céder, d'arriver en forme. Vous devez boire les 4 verres le soir du céder. Vous devez manger la bonne quantité de matzah, la bonne quantité de maror. Vous devez participer à tout le céder et étudier la Haggadah le soir du céder. C'est une obligation pour tout le monde. Donc, il faut participer au soir du céder. Si vous allez arriver sur les rotules le soir du céder, fatigué, pas concentré, les mains irritées, commande du Netilat, vous allez avoir les mains qui vont vous brûler, que vous n'êtes pas bien, que quand vous allez prendre les aliments, vous allez avoir le bout des doigts qui vont être sensibles. Ça se voit que quand j'étais jeune, j'aidais ma mère à nettoyer, que j'aide ma femme. Je sais c'est quoi d'avoir les mains en mauvais état le soir du céder. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Si vous arrivez comme ça, en plus, alors vous allez arriver fatigué, sur les nerfs, etc.,
ces gants-là qui ont du talc, on est obligé, parce que bon, moi je suis dentiste. Oui. Et j'ai des gants, j'ai une quantité industrielle de gants là. Je dois les éliminer ou... Non, pas du tout. Je ne vais pas travailler, moi, de toute façon. Attendez, pas du tout. Ces gants-là qui ont du talc dedans, ils n'ont ni besoin d'être vendus, ni besoin d'être sortis de la maison. Donc, okay. Parce que c'est pas où il a Khilat qui lève là-bas, le talc qui est là-bas, mais il est fait à partir de farine et qui fermenté peut former du chametz. Et il faudra éviter que ça rentre en contact avec la nourriture. Attendez. Ils ne sont pas cachés à l'épaisseur, mais vous pouvez les utiliser. Dans le cadre du travail. Dans le cadre du travail. Non, mais moi je ne travaille pas à la mouette, mais juste pour savoir. Donc, vous n'avez pas besoin de les vendre. Maintenant, votre cabinet, quoi qu'il arrive, le cabinet, si vous ne l'ouvrez pas durant la moed, il y aura une alors il faudra vérifier là-bas qu'il n'y ait pas de chametz, qui vous appartiennent à vous. Moi, je le vends, je sais. Je vends le cabinet complet. D'accord. Il y a des produits qui sont chametz. Sinon, vous le vendez. Il faudra vérifier au niveau des produits, les produits alimentaires, les médicaments. Et vendu le cabinet. Parce que tu as des produits qui sont chametz que tu ne peux pas garder. Bon. Non, elle ne vend pas le cabinet. Oui, vous pouvez vendre le chametz contenu dans le cabinet. Vous pouvez vendre le chametz contenu dans le cabinet. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez une secrétaire non juive qui tient le cabinet quand vous n'êtes pas là? Ouais, mais enfin, il y a mon mari. Non, je vais fermer carrément la séparation et je vais vendre. Je crois que je vais dire à mon mari. Voilà. Si vous ouvrez pas, vous fendez votre partie. D'accord? Et tu as un standard, on peut répondre. Bon, alors, on continue. Donc, les gants, ok? Ça, c'est premièrement. Au niveau des gants, de faire attention aux gants. Le chametz, en réalité, il doit être dénaturé. Donc, pas besoin de gratter, de se casser la tête, etc. Ok? Sur les rebords des fenêtres, vous mettez un coup de pchichit, c'est fini. Pas besoin de la fenêtre, de la démonter, de se casser la tête et de se casser le dos. Et même sa vie en danger, de voir des femmes enjamber les fenêtres. Chazé shalom. D'accord? Donc ça, c'est premièrement. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, pour celles qui ont des femmes de ménage qui vont les aider dans le nettoyage de Pessah, il faut savoir que si ces femmes de ménage sont non-juives, du fait qu'elles ne sont pas censées connaître la loi, d'accord, on doit repasser derrière pour s'assurer qu'elles ont fait du bon ménage. D'accord? De ne pas essayer de revenir. Il faut tout vérifier après. D'accord? Donc, ouais, c'est pas une torche normalement, c'est une bougie. Oui, on va expliquer. Le Rav Aouzi, il a dit ce qu'il a dit, il a raison. Baruch Hashem. Il a jamais tort. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Non, en réalité, on voit que, non, on rapporte dans la halakha que quelqu'un qui n'a pas de bougie, ou qui doit vérifier sa voiture, qui va pas s'amuser à rentrer une flamme dans la voiture, ça peut être dangereux. En plus, avec la cire de la bougie et tout sur le fauteuil. Bon, bref. Donc, il pourra faire la vérification avec une torche électrique. Ça fonctionne. Ça marche. Maintenant, quoi qu'il arrive, l'abdika le soir du Seder. L'abdika du soir du Seder, c'est pas durant cette dika qu'on doit faire la vérification réelle. La vérification réelle, elle se fait avant le soir de l'abdika. Tout ce que vous faites dans le cadre, l'abdika, c'est la misva du biur chametz, de sortir le chametz de la maison et de l'éliminer. Le chametz, il se jette à la mer, il s'éparpille au vent, il se brûle avant Pessah. D'accord? Donc ça, c'est comme ça qu'on fait le biur chametz. Ok? Maintenant, avant Pessah. Maintenant, le sort de la maison, comment on fait le sort de la maison? À travers l'abdika. L'abdika commence quand? À partir de maintenant, à partir du moment où on nettoie la maison, c'est là que l'abdika elle commence. D'accord? C'est dans le cadre du biour, c'est qu'une seule misva, l'abdika et le biour. Donc, à partir de ce moment-là, c'est avant qu'il faut tout vérifier, et même le soir du seder, le soir de l'abdika, de vérifier tous les placards, même les endroits où il n'y est pas censé y avoir de chametz, bien que dans la halakha, on nous dit que c'est des endroits qui sont trop bas, ou des endroits qui sont trop hauts, et que là-bas, il n'y a pas de chametz qui rentre, il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas d'animal domestique qui rentre avec du chametz, il n'y a pas besoin de vérifier ces endroits-là. Il faudra quand même vérifier ces endroits. Moi, j'ai eu des cas de gens qui avaient des placards en hauteur, dans lesquels ils rangeaient des chaises. D'accord? Donc, et qui se sont retrouvés une année à vouloir sortir une chaise durant Pessah, ils n'ont pas vérifié, ils se disent là-bas on met jamais de chametz, et quand ils ont ouvert, il y avait des enfants, quand ils ont reçu les mishloach manot de Purim, ils savaient plus où les mettre, ils l'ont mis là-bas dans le placard. Ils se sont retrouvés avec un placard rempli de mishloach manot de Purim, avec les gâteaux et le chametz, etc. Donc c'est pas top, quoi. C'est assez contrariant quand on se casse la tête à tout nettoyer, et on tombe nez à nez avec une armada de chametz. Donc c'est pas très sympa. Donc de ne pas avoir peur de tout vérifier le soir de l'abdika, même les endroits où il n'est pas censé avoir de chametz, en rappelant aux gens qu'ils doivent aussi vérifier leur magasin le soir de l'abdika s'ils ont des magasins, d'accord? Et s'ils ne les vendent pas durant Pessah. Et que même s'ils vendent leur magasin durant Pessah,
vérifier ce qui s'appelle du chametz gamour, donc du pain, des gâteaux, s'il y en a là-bas, ou encore du whisky, qui est considéré comme étant chametz gamour, mais en grande quantité, il serait autorisé de pouvoir le vendre, le whisky. D'accord? En grande quantité, il serait autorisé de pouvoir le vendre, le whisky. En grande quantité, uniquement en grande quantité, parce que ça coûte très cher. En grande quantité, il serait autorisé de le vendre. Je le dis, je le répète encore une fois et la dernière fois. D'accord? Mais les khatrilas, c'est mieux de se débarrasser du whisky, et c'est un très bon alcool pour brûler le chametz. J'ai déjà remarqué, c'est bien l'alcool pour brûler le chametz. D'accord? Donc, mais ne pas mettre la bouteille dans le feu. Ça, il faut faire très attention. Moi, je vois des gens, j'ai vu des gens mettre des aérosols et des bouteilles dans le feu, c'est extrêmement dangereux. Faire attention à ces choses-là. Donc, si vous êtes gentil, à la fin, je vous expliquerai quelques sodotes au moment où on brûle le chametz. Ça, c'est si vous êtes gentil. Et si on a le temps. Avec l'aide de Dieu. Les habits pour Pessah. Alors, les habits pour Pessah, il faut savoir, si on a des habits qui ont été nettoyés avec de l'amidon, comme des chemises, qui ont été amidonnées, ça pose aucun problème durant Pessah. Ça y est, réfléchissez. Respirez. Chaque mot que je dis, je vois l'angoisse sur votre visage. Donc. Hein? Non, les nappes, c'est un problème. Les nappes, parce qu'elles rentrent en contact avec la nourriture. Les chemises, on ne mange pas sur sa chemise. D'accord? Oui. J'ai amené justement hier les costumes de mon mari. Est-ce que vous voulez qu'on mette de l'après? Non, vous n'avez pas d'après. Mais ouais. Alors, maintenant, si les vêtements ils sont amidonnés, attendez, excusez-moi. Si les vêtements sont amidonnés, il faudra faire attention durant Pessah à ne pas les mettre en bouche. Et s'il y a de la nourriture à chaud qui tombe sur ces vêtements-là, ne pas les prendre, parce que on voit, Baruch Hashem, il y a des gens qui sont très propres. Quand ils ont un peu de nourriture qui tombe sur leur chemise, ils prennent avec le doigt, ils mettent dans la bouche. Surtout ne pas faire ça durant Pessah. D'accord? Parce que le truc, il est amidonné. Exactement. C'est rapporté que même quelqu'un qui a des tzitzit qui sont amidonnés, il devra faire attention de ne pas les mettre entre ses dents. D'accord? Il y a des messieurs, au moment où ils vont aux toilettes pour attraper leur tzitzit, ils les mettent entre les dents. Ça, c'est un truc qui vous concerne pas. Et on explique. Alors, on vous explique. Des trucs de bonhomme. C'est marrant à connaître. Maintenant, on continue. Donc, il faudra faire attention. D'accord? Que les vêtements amidonnés pour les enfants, par exemple, si on a amidonné des sitiotes pour nos enfants qui sont petits, il vaudra mieux ces vêtements-là, les nettoyer en machine pour enlever l'amidon. Toutes les nappes ne doivent pas être amidonnées. Donc, toutes les nappes doivent être nettoyées avant Pessah. D'accord? Nettoyer en machine à 30 degrés, ça suffit. D'accord? Mais pour enlever l'amidon, ça suffit. Pour mettre les... Alors, non, les lessives sans amidon. Et en général, les lessives, elles n'ont pas d'amidon. Mais les lessives sans amidon. C'est le repassage qui met l'amidon. Lessive sans amidon, vérifiez. Oui, fabulon, c'est fabuleux. C'est plein d'amidon. Alors maintenant, on continue. Donc voilà. Maintenant, pour les vêtements, on continue sur les vêtements. Donc on a vu le problème de l'amidon. On a expliqué pour les nappes qu'il fallait les nettoyer parce qu'elles rentrent en contact avec la nourriture. D'accord? Maintenant, dans le même cadre de tout ce qui rentre en contact avec la nourriture, les serviettes en papier aujourd'hui. Le papier, dû à la carence en arbre, il y a aujourd'hui, ils font une espèce de colle à base de farine de blé dans le papier. Donc tout ce qui est verre en carton, assiette en carton, papier, vaut mieux prendre Kasher et Pessah, sinon ne pas utiliser à Pessah, parce que si ça vient être utilisé à chaud, et on voit très souvent les cartons par exemple, quand ils l'utilisent à chaud, ils ont tendance à se déchirer dedans et à se mélanger avec le truc. Il faut savoir qu'il y a un Inyan qui s'appelle Choser Venior. C'est quoi Choser Venior durant Pessah? On estime que, par exemple, c'est sur le grain de blé qu'on va trouver dans le poulet. On avait pour coutume de ne pas manger de poulet, d'acheter le poulet durant Pessah. D'acheter son poulet avant Pessah et de le nourrir avec autre chose que des grains de blé, pour ne pas avoir de problème. D'accord? Durant Pessah. Pour ne pas trouver un grain de blé dans le poulet durant Pessah et avoir la crainte de se dire que peut-être il a fermenté dans les intestins du poulet et qu'il soit Choser Venior et qu'il commence à nous devenir du Chametz Gamour. C'est quoi Choser Venior? Je vais vous expliquer un autre Inyan extraordinaire. Si je prends un produit qui n'est pas apte à la consommation animale. D'accord? Comme du papier. Mais que ce papier-là, il se mélange dans la nourriture, dans le msouki. On considérera que tout le msouki, comme durant Pessah, il n'y a pas Batel Béchichim. D'accord? Il n'y a pas d'annulation de Chametz du tout. Quelle que soit la quantité de Chametz, on considérera que tout le msouki devient Chametz. À cause de ce bout de papier qui est fait à base de farine de blé dans sa colle. D'accord?
Donc, ça pose un problème. Donc, on conseillera aux gens de prendre des serviettes en papier cachées les Pessar, ou de passer à Pessar, l'Irvod Achag, aux serviettes en tissu. Inematov ou Manaim. Alors, on continue. On continue, mais ils vous vendent du papier caché à l'épaisseur. Maintenant, vous savez pourquoi il y a du papier caché à l'épaisseur. En plus, le Rav Ovadia Yosef lui-même conseille aux gens de faire attention. À la base, chez Sfaradim, on n'avait pas le problème de Choser Vignor. Aujourd'hui, avec l'évolution de l'industrie agroalimentaire et industrielle, on voit que même le papier qui est fait pour être mis à table, c'est du papier qui est prévu, au cas où on le consomme, qui se digère dans nos intestins. Donc même si c'est pas Raoul Achiel, il y a un tzad de dire qu'on peut le manger quand même. D'accord? Donc si ça se mélange avec la nourriture, ça peut poser problème. Donc c'est pour ça qu'on vous conseillera les serviettes en papier, cachères, les pessards, et c'est pas qu'une simple roumra. Donc maintenant, bon. Alors, oui. Maintenant, pour les habits pour Pessah, faut savoir une chose. On peut régler le problème très facilement. On peut prendre les vêtements qu'on a décidé de mettre pour Pessah et on vérifie que ces vêtements-là au niveau des poches. D'accord? Tous les autres vêtements qu'on ne mettra pas à la fête ou les vieux vêtements qu'on a dans les placards, ils n'ont pas besoin du tout d'être vérifiés ou nettoyés. D'accord? Maintenant, il y a même des avis qui disent qu'ils n'ont pas besoin d'être vendus. Pour nos frères Ashkenazim, il y en a qui suivent certains avis comme ceux du Chazon Ish, qui vont estimer qu'il faudra vendre ces vêtements-là. Maintenant, il faut savoir une chose. Même le Rav Eliashiv explique que dans une sifria de livres, d'accord, où il pourrait y avoir des gens qui vont manger avec des livres à table, d'accord, et que il pourrait y avoir entre tous les livres un kazaïd de chametz. À partir du moment où, dans un livre, je ne vais jamais ouvrir une page, j'ai trouvé 30 grammes de pain, d'accord, sinon c'est spécial le livre. Maintenant, de ce fait-là, il n'y a pas besoin de vérifier, il n'y a pas besoin de vendre les livres à Pessah. Il faudra simplement faire attention de ne pas utiliser ces livres-là à table, à Pessah. Les utiliser en dehors de la table. Donc pour Pessah, avoir des Birkat Amazon spécial Pessah, des Sidourim spécial Pessah. Normalement, on a le Marzor, donc il n'y a pas de problème qu'on utilise qu'à Pessah. Birkat Amazon spécial pour Pessah, normalement, on utilise la Gadot, dans lequel il y a le Birkat Amazon, et c'est mieux parce que il y a tout le inyan de Ya'alev et Yavo à dire durant Pessah, d'accord, et les Haman qui sont propres à Pessah, qui sont marqués en gros dans la Haggadah. Donc c'est mieux d'utiliser cette Haggadah. Donc, et en plus ça vous permet, durant toute la fête, de pouvoir utiliser la Haggadah. Voilà, maintenant, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit quoi? On voit que pour les vêtements, donc il n'y a pas de problème de devoir retourner les poches, etc., etc. Pour les vêtements qu'on veut utiliser durant Pessah, il suffira de les prendre, d'accord? On dit retourner les poches et les ourlets, et les laver en machine, d'accord? Sinon on vérifie simplement et on brosse au niveau de ceux qui ont les ourlets. Moi, je vais vous montrer mes pantalons. Je fais jamais de revers. Pourquoi? Parce que le revers, c'est une centrale de dépôt de pain toute l'année. Ça tombe là-bas, c'est extraordinaire. Ou les poches. Quand je mange, je cache toujours la poche. D'accord? Bref. Mais il faut savoir que même si on se contente de nettoyer en machine sans vérifier les poches, ça dénature tout le chametz qu'il y a dans les poches, il n'y a plus de problème. Shalom à l'Israël. D'accord? Voilà, ça c'est le minimum du minimum. Ça y est? Ok. Baruch Hashem. On voit que c'est le Chazon Ish qui va être mahmir et qui expliquera qu'il faudra vérifier chaque bouquin, page par page, et tous les vêtements, chaque poche, etc. D'accord? Maintenant, c'est mieux de vérifier les poches et de les vider pour les vêtements. D'accord? C'est mieux, c'est beaucoup mieux pour les vêtements qu'on va mettre. Excusez-moi, c'est une partie de la couture, c'est comme ça qu'on faisait avant. Hein? C'est comme ça qu'on a tout le temps fait. J'explique que c'est comme ça qu'on fait, et que pour ceux qui n'ont pas trop de temps, il y a le minimum du minimum, c'est de les mettre à nettoyer, d'accord? À une température avec des produits qui vont dénaturer tout le chametz qu'il y a dans vos poches. Donc, et moi, ce que je dis aux gens, pour pas vous casser la tête, vous prenez vos vêtements, vous retournez les poches et vous les rentrez dans la machine. Oh, d'accord, c'est réglé. On continue. C'est pour gagner du temps. Maintenant, pour les jouets. Alors les jouets, quand on a des enfants qui sont jeunes, il y a des enfants qui s'amusent beaucoup avec leurs jouets et qui vont, quand ils vont manger, mettre un peu de chametz un peu partout sur leurs jouets. Alors la solution pour les jouets, sélectionner des jouets qui peuvent être nettoyés en machine, dire à l'enfant, écoute, pour Pessah, tu vas sélectionner tes jouets, ou alors d'autres choses qu'on fait, parce que c'est bien d'offrir le cadeau de la ficomane aux enfants. D'accord? Le cadeau de la ficomane, lui offrir un petit jouet à chaque enfant pour Pessah, ça va être son jouet de Pessah. D'accord? Et lui faire choisir entre quelques jouets, en plus ça peut l'éduquer à se contenter de peu pour la fête de Pessah, en réalité de choisir quelques jouets qui seront nettoyés pour Pessah. Comment nettoyer ces jouets-là?
Les jouets qui ne sont pas électroniques et qui peuvent être nettoyés à l'eau, tout simplement, soit on les met dans une thé d'oreiller, on les lave à la machine à basse température, d'accord? Soit on remplit une baignoire, on met de l'eau et du produit, et on met dedans. Il suffit de tremper une fois, pas besoin de frotter. On trempe, c'est dénaturé, on ressort. Shalom à l'Israël. D'accord? Voilà. Et pour les jouets électroniques, je sais pas moi, que les enfants ils utilisent aujourd'hui, alors oui, un petit coup de produit, et hop, on passe un coup d'éponge et ça suffit. Pas besoin de gratter comme des fous et de devoir décoller, etc. L'éponge magique, elle est formidable. Alors, ça c'est pour les jouets. Ok? Les cosmétiques, en général, comme ce n'est pas apte à la consommation, ne posent aucun problème. Le seul produit, mesdames, c'est le rouge à lèvres. Ah, vous êtes tout au courant du problème. D'accord. C'est comme les tétis pour les hommes. Voilà, c'est la même embrouille. Donc, le rouge à lèvres, tout le reste, il n'y a pas besoin. On n'a pas besoin d'acheter du neuf, on peut prendre celui de l'année. Oui, voilà. Pour les parfums, on a expliqué tout à l'heure, la majeure partie des parfums sont à base d'alcool synthétique qui ne posent pas de problème. Seuls les parfums qui auront des alcools naturels à base de blé ou de chametz quelconque seront interdits. Donc vérifiez sur la liste du Beddin si votre parfum ne ferait pas partie des parfums interdits. Vérifiez dans la composition du parfum. Si on se parfume, ici, Si, il y a sur les boîtes. Sur la boîte, vous avez la composition. Ils sont obligés de vous dire quel type d'alcool ils mettent dans le parfum. Ils sont obligés de vous dire quel type d'alcool parce que il y a des problèmes allergènes. Il y a des parfums qui contiennent du gluten, il y a des gens qui ont des problèmes allergiques. D'accord? Donc ils sont obligés de vous préciser le type d'alcool. Oui, c'est marqué le type d'alcool, d'accord, que vous avez sur votre boîte. Donc c'est pas marqué alcool de blé. D'accord? C'est quoi qui n'est pas autorisé, l'alcool de quoi? L'alcool de blé. Donc il vaut mieux se remettre à la liste du Beddin. Si vous n'êtes pas sûr de la composition, si vous n'avez pas de truc, vous inquiétez pas, Dieu bénisse pour eux, il y a de véritables biochimistes au Beddin, il y a des gens qui connaissent très bien les problèmes de cache-route. Ils vérifient comme il faut. Alors maintenant, pour les médicaments, vérifiez la liste du Beddin comme chaque année, sur la liste des médicaments, d'accord? Hein? Mais vous avez gagné un peu de temps, vous inquiétez pas. On a gagné quelques jours. Pour les médicaments, alors à savoir, il y a la liste du Beddin pour les médicaments. Maintenant, mis à part ça, il faut savoir que les médicaments qui posent problème, c'est les médicaments qui ont du goût. Que tous les autres médicaments qui n'ont aucun goût ne posent pas de problème parce qu'ils ne sont pas raoui la achilat kelev. D'accord? Donc eux, ça c'est un. Premièrement. Deuxièmement, donc les véritables médicaments, c'est les pastilles à sucer en cas de mal de gorge ou encore les sirops qui peuvent poser du goût parce que c'est eux qui ont du goût. Donc cela, il faudra faire attention et suivre la liste du Beddin parce que très souvent, ce qui est utilisé, c'est du glucose de gluten à base de blé. D'accord? Et autrement, on peut les laisser dans la pharmacie et... Pas besoin de les vendre. Voilà, pas besoin de les vendre. Voilà. Voilà. Les comprimés Inexion, là, par exemple, c'est à base de, je crois, farine, je sais pas quoi. Normalement, il est pas mal. Vous vérifierez sur la liste du Beddin. Je n'ai pas vu la composition de ce médicament, je ne le connais pas, je ne peux pas me prononcer. Il n'est pas autorisé chaque année. Bon, eh ben, vous le prenez pas. Il y a peut-être un équivalent. Voilà. Il y a des équivalents, regardez. De toute façon, le sucre, c'est un cachet qu'on a. S'il n'a pas de goût, il est pas raoui la achilat kelev, il pose pas de problème. D'accord? Il est pas raoui la achilat kelev, mi karadin, il pose pas de problème. D'accord? Maintenant, on continue. On continue. C'est ce que j'ai expliqué pour les médicaments. Ok? Pour les placards, il suffira de nettoyer avec du détergent et de l'eau. Mettre juste un coup. Pas besoin de se casser la tête. Et même s'il y a un peu d'émiettes, le fait qu'elles soient en contact avec le produit, elles sont dénaturées. Elles sont plus raoui la achila. Non, mais ça, on ne sait pas faire bien. D'accord? Mais ça, vaudra mieux éviter. Pourquoi? Parce que si on fait comme ça, il faudra après dans les placards mettre des boîtes fermées. De peur que ces miettes, même si c'est pas raoui la achila, se mélangent avec la nourriture. D'accord? Donc, maintenant c'est pas compliqué à nettoyer aujourd'hui les placards, il y a des très bons aspirateurs en plus, pour aspirer les miettes dans les coins. Donc voilà. D'accord? Donc, et on nettoiera uniquement les placards où il y a une véritable possibilité de là-bas où c'est le chametz qui est stocké là-bas. Les endroits où on ne stocke pas le chametz, on vérifiera, mais on n'aura pas besoin forcément de nettoyer ces endroits-là. D'accord? Là où il n'y a pas de nourriture et là où les enfants n'ont pas accès, il n'y a pas de problème. D'accord? Alors ne pas s'acharner dans les recoins.
avec par exemple une pointe de couteau, ok? Il suffira d'imbiber avec de l'eau et du détergent dans ces endroits-là. Si on voit plus de miettes, ça suffit. Comme un parquet. Hein? Comme un parquet. Par exemple. Bah oui. Un parquet, parce que nous, on avait l'habitude de nous dire pour brosser chaque latte. Pas besoin. Pas besoin. Un coup d'eau, un coup de produit. Oufa, maintenant il y a Ida Lacha qui va vous dire une chose. Il y a une coutume, c'est la suivante. Si vous avez un bout de nourriture sec qui tombe par terre durant Pessah, il suffira de le ramasser, dépoussiérer pour pouvoir le consommer. D'accord? Si le sol est propre, bien sûr. D'accord? Alors que si c'est quelque chose de mouillé comme un fruit, on le prend, on le jette durant Pessah. De peur qu'il y ait une miette là-bas qui se mélange. Ok? Et il n'y a pas de problème de baltachrit là-dedans. Hein? Pour le sel, on doit prendre celui qui est dans la liste. Non, quand ça rentre pas en contact avec la nourriture, ça se mange pas, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. C'est uniquement ce qui rentre en contact avec votre alimentation. Pour les séfarades, hein? Pourquoi il marque ça dans la liste du Bedin? Parce que nos frères Ashkénazes, d'accord, la liste du Bedin, elle veut faire le lien entre les séfarades et les Ashkénazes. Donc on respecte la coutume de tout le monde. D'accord? Maintenant, il y a des produits d'entretien. C'est pour tous les produits d'entretien qui risquent d'être utilisés et qui risquent d'être rentrés en contact avec la nourriture qui pose problème. D'accord? Pour nos frères Ashkénazes, alors eux, ils ont des khumrot en plus parce qu'ils ont un problème beaucoup plus ramour que nous dans ce que j'ai expliqué tout à l'heure, ce qui s'appelle le choser venior. Donc dans tout, ils vont utiliser des produits kasher et pessah. D'accord? Donc maintenant, on continue. Ok? Alors maintenant, on voit tout ce qui est lustre, rideau et volet. Il n'y a pas d'obligation de nettoyer. Ça, là, pas d'obligation de nettoyer. Il n'y a pas de ramettre qui va se coller là-bas. Voilà. Tout ce qui est lustre, rideau et volet. Il n'y a pas d'obligation. D'accord? Par contre, il faudra nettoyer les rails des volets et des fenêtres. Mais il suffira de mettre un coup de produit. Pas besoin de frotter même. Vous prenez un pchit avec du produit. Détergent. Sur les rails des fenêtres. Ça suffit. Même les rideaux, par exemple, d'une cuisine, comme ça, ça va englober tout ce que je veux savoir. Pas besoin. Une cuisine, Pas besoin. qui gobe le khametz de... Hein? des Tu vas vapeurs, pas des le vapeurs de manger, khametz. mais tu vas pas le manger. On n'est pas obligé de nettoyer. Ok. C'est-à-dire, vos rideaux, ils sont juste au-dessus du feu? Non, mais moi j'ai une cuisine américaine, donc j'ai toujours lavé les rideaux du salon parce que je me dis... Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il faudrait que vos vapeurs, elles arrivent dans la cuisine. Il faudrait que les vapeurs rentrent dans la casserole. On va expliquer tout ça. Attendez. Venez, on continue. La cuisine. Alors, je vous ai fait gagner du temps ou pas maintenant? Bon, c'est super. Hein? Alors, bon, pour la cuisine, il y a certains produits, il y a certains appareils électroménagers où il est conseillé de ne pas s'amuser à les cachériser pour Pessah. D'accord? Il est conseillé comme le micro-ondes, comme les mixeurs, comme différents... Le lave-vaisselle. Hein? Le lave-vaisselle. Bon, on explique. La vaisselle. Pourquoi le micro? On peut le cachériser, le micro-ondes. Non? Vous l'avez deux. Alors, Non, le lave-vaisselle, je comprends. Non, les micro-ondes, ils ont dit avec la facture de l'eau. ouais. Alors oui, je connais la liste du Bet Lubavitch, je connais. Alors, on va... Ouais. Alors maintenant, on va... Ouais, non, mais... Non, mais allez-y. Non, mais on va expliquer. D'accord? Aujourd'hui, on vit à l'ère de l'onde. Ce qui est très bien. Il faut savoir que les ondes, c'est cancérigène. Ce qui est moins bien. D'accord? Donc, une semaine, ne pas utiliser son micro-ondes, c'est pas la mort. Maintenant, ça, c'est premièrement. Deuxièmement, il faut savoir que les hétérim qui sont expliqués, qui sont rapportés même par le Bet Lubavitch, c'est des hétérim qui se reposent dans la cachérisation entre le lait et la viande, selon Rav Ovadia Yosef, dans un chute qui a plus de 35 ans. Les micro-ondes, depuis 35 ans, ont évolué. Les types d'ondes, aujourd'hui, il n'y a pas qu'un seul type d'onde utilisé dans les micro-ondes. Donc, il y a différentes façons aujourd'hui de chauffer vos aliments dans les micro-ondes. Il y a certains micro-ondes qui sont plus problématiques que d'autres. Il y a certains micro-ondes où les parois chauffent. Il y a certains micro-ondes où les parois sont en plastique ou en métal, et quand ça vient et ça se raye, ou ça en émaille, où il y a un grill au-dessus et que c'est utilisé moitié four, moitié micro-ondes, qui sont extrêmement problématiques et très difficiles à nettoyer. Vous avez des moitiés four, moitié micro-ondes qui ont des systèmes de ventilation où là-bas c'est rempli de miettes. D'accord? Les fours à ventilation aujourd'hui, chaleur tournante. Vous êtes rentré dans le ventilateur là-bas, vous avez déjà démonté? Allez faire un tour là-bas, vous allez voir.
vous allez voir que vous pouvez nettoyer votre four jusqu'à demain. Il faudrait changer tout le ventilateur et tout le système de gras qu'il y a derrière. La pyrolyse, ça suffit pas. Ça suffit pas. Elle grille pas votre ventilateur, elle rentre pas dans le système électrique. La pyrolyse, c'est la pyrolyse du système électronique, il n'y a plus de système électronique. La pyrolyse, elle est dans le four, elle n'est pas derrière le four. Et les miettes, elles arrivent derrière le four avec le système de ventilation. Allez, Bokertov, démontez un four. On n'est pas il y a des rabbinim qui vous disent ne cachérisez pas les fours, s'il vous plaît. Soyez gentils. Une semaine, n'utilisez pas votre four, s'il vous plaît. Soyez gentils. On voit qu'il y a des shootings du Rav Ovadia Yosef à son époque où il expliquait comment cachériser le four à Pessah, qu'il suffisait de le faire, de bien le nettoyer, de le faire chauffer à température maximale pendant un moment, et une fois qu'il est bien chaud, encore de repasser un coup de nettoyage. Bon, en laissant refroidir auparavant. Bon, ok, c'est super. Mais à l'époque, il n'y avait pas les fours à chaleur tournante comme aujourd'hui. Il n'y avait pas les systèmes de ventilation comme aujourd'hui. Non, mais si c'est un truc simple, on peut. Si c'est un micro-ondes simple. Alors, on ne peut pas rester sans four. Il n'y a pas d'Italie et sans four. On ne peut pas rester celui qui n'a pas de grille. Alors, il faut normal, qui n'est pas alors, de l'agneau, ça se mange grillé normalement. Alors, on grille pas au four. Alors maintenant, hein, on grille sur le feu. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut acheter un four pour faire ça? Attendez. On va expliquer tout ça. On va vous expliquer, ne me sautez pas dessus. D'accord? Bon, on explique. Non, mais chaque année, je vois que les gens, ils me sautent dessus quand on parle de ça. On parle du micro-ondes, du mixeur, d'accord, de tous ces appareils-là qui sont problématiques. Pour ceux qui veulent cachériser leur lave-vaisselle pour Pessah. Alors, le lave-vaisselle pour Pessah, pour ceux qui ont envie, durant Chol HaMoed, il faudra bien vider les filtres pour le lave-vaisselle. Vérifiez que dans les calgons que vous utilisez, il n'y a pas d'amidon. Parce que très souvent, il y a d'amidon dans les lessives. Celui qui est liquide aussi, le sel, attendez, je vous explique. Donc, achetez, comme pour le liquide vaisselle qu'on utilise à la main, un appareil, un détergent qui sera utilisé pour laver la vaisselle dans la vaisselle, Kachar les Pessah. Bien nettoyer les bacs où on rentre la lessive toute l'année. Bien les nettoyer, les sortir, les nettoyer. D'accord? Les nettoyer à l'eau chaude. Bien les nettoyer. Eau chaude, eau froide. Quasiment on fait à gala. D'accord? Le micro, bien nettoyer dans les recoins dedans. D'accord? Ok? Et surtout, mettre après le lave-vaisselle à tourner une fois qu'il est bien nettoyé, une fois à vide, à chaud. D'accord? Et une fois qu'il est à chaud, le faire tourner à froid, ou directement venir dedans et passer de l'eau à froid. Le problème qu'il y a, c'est que certains estiment que ça ne fonctionne pas et ça ne suffit pas au regard de la halakha, et d'autres estiment que ça suffit. Chacun fera selon son niveau. Personnellement, je ne recommande pas. Maintenant, chacun fait comme il veut. Ça peut être autorisé. Pour le micro-ondes, alors le micro-ondes, l'histoire de cachériser un micro-ondes avec la vapeur d'eau, ça marchait il y a 35 ans. Aujourd'hui, il y a des micro-ondes qui sont incachérisables, même avec de la vapeur d'eau. D'accord? C'est la raison pour laquelle on conseille aux gens toute l'année d'utiliser leur micro-ondes de façon dans des boîtes hermétiques spéciales micro-ondes, pas la cloche, où il y a des trous. Quelqu'un qui utilise sa boîte toute l'année hermétiquement avec le micro-ondes, alors avant Pessah, il peut mettre un coup d'eau chaude et nettoyer, mais toute l'année, il doit utiliser hermétiquement. D'accord? Mais protégez, quand vous utilisez des cloches, les cloches, elles sont trouées. D'accord? Alors, film plastique, il faut mettre 2 épaisseurs. Du scotch. D'accord? De scotch. Hein? Pas à Pessah, toute l'année. Pour pouvoir utiliser sans problème. Maintenant, il y a des micro-ondes qui sont problématiques. Pourquoi? Parce qu'il y a certains micro-ondes où Dieu bénisse pour eux, quand il y a les ondes qui se font dedans, il y a une espèce de petit courant d'air qui se crée. Et il y a des systèmes d'aération. Et les miettes, elles rentrent dans les aérations là-bas. Et que pour être sûr que vous n'avez pas de chametz dans votre micro-ondes, il faudrait démonter là-bas. Et c'est indémontable. Si vous démontez là-bas, il ne marche plus le micro-ondes. C'est 49 maintenant. Donc moi, il y a des gens, qu'est-ce que je leur dis? Non, vous ne pouvez pas rentrer dans le système de ventilation du micro-ondes, il est indémontable derrière. D'accord? Donc moi, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Qu'est-ce qu'il vous dit le rabbin? Qu'est-ce qu'il vous dit le rabbin? Tout simplement, vous achetez un petit micro-ondes pour Pessah. Voilà, c'est tout. Même un petit pour dépanner. Ceux qui sont les fanatiques du micro-ondes, qui ne jurent que par les ondes. D'accord? Comme si on n'avait pas assez dans le monde. Les ondes aujourd'hui, malheureusement. 3G, 4G, bientôt la 5G. D'accord? Micro-ondes, il y a aussi beaucoup de micro-ondes avec ce système d'aération. D'accord? Et ça a évolué depuis 35 ans. C'est pour ça que faut pas se reposer sur les shootim qui ont été écrits il y a 35 ans. Il faut écouter les dayanim d'aujourd'hui,
qui vérifie les technologies. Dans mon bedding, j'ai qu'un monsieur qui a fait Polytechnique, il a décidé de diffuser les plans de la fusée Ariane. D'accord? Il était dans le génie civil. Donc il sait de quoi il parle quand il s'amuse à vous dire qu'il y a certains appareils électroménagers qui sont très difficilement cachérisables. Pour tous les fours à chaleur tournante, il y a un véritable problème au niveau de l'aération. L'aération se remplit de gras de toute l'année. Le ventilateur, il est inaccessible. La ventilation, elle se remplit de gras durant toute l'année et de miettes. Donc même vous nettoyez votre four jusqu'à demain, quand la chaleur tournante elle va se mettre à tourner dans votre four, le chametz il va rentrer dans le four. Donc on conseillera aux gens qui ont des fours à chaleur tournante de ne pas utiliser leur four à Pessah et de vendre leur four à Pessah. Le vendre? Ben oui. Oui. Tu le scotches et tu le vends. D'accord? Nous, dans notre four, on rentre tous les parfums et tous les trucs dans le four. Hein? Pour le vendre. Alors, c'est pas grave, vous avez des têtes de gaz, des planches à induction, vous avez tout ce qu'il faut, vous pouvez cuisiner pendant 7 jours avec dans vos casseroles. Donc, welcome. Welcome, non mais après vous faites comme vous voulez, si vous avez envie de tout nettoyer dans la maison et laisser les biens être rentrés par la chaleur tournante dans votre nourriture, faites comme vous voulez. Ça c'est le four, ça c'est le problème du four, non je vous assure. Je vous assure, j'ai démonté des fours, j'ai vu ce qui se passe dans les ventilateurs, j'ai vu ce qui se passe dans les ventilateurs des fours à chaleur tournante, c'est impressionnant dans quel état c'est là-bas. Et c'est impressionnant comment c'est sale, et c'est impressionnant combien de miettes il y a là-bas. D'accord? La température de la pyrolyse ne nettoie pas. Non, ça n'arrive pas derrière. C'est protégé, c'est le système qui est derrière le four, c'est protégé. Si la chaleur pyrolyse, vous imaginez 800 degrés dans des fils électriques? Ces fours-là, c'est tout. Hein? On met que de l'eau toute l'année. Oui. S'il est utilisé qu'avec de l'eau toute l'année, on va en parler. 2 minutes, on va en parler. D'accord? D'ailleurs, nous, dans les hôtels on démonte entièrement les fours. Bah, si c'est un chaleur tournante, je vais monter on dévisse, on enlève le moteur du four, c'est ce qu'on fait dans les organisations. Moi, c'est une grosse cachérisation parce qu'on n'a pas le choix, c'est les fours de l'hôtel. C'est les obligés de désosser, de prendre les ventilations, de tout. Bon, attendez. Les koum-koum qui sont utilisés toute l'année qu'avec de l'eau. De l'eau. Que les gens ne s'amusent pas à mettre sur le dessus du koum-koum des borékas ou des chalotes pour que ça décongèle durant Pessah, durant Shabbat par exemple. Non, il y a, excusez-moi, pas durant Pessah, durant Shabbat. Il y a des systèmes de koum-koum shabbatiques, d'accord, en métal. Où on pose, là-bas, ils vont poser les gens des choses. Si on pose rien là-bas, d'accord, a priori, il suffira de bien le nettoyer, de mettre un coup de l'eau chaude à chauffer dedans, de vider l'eau chaude, et c'est fini, même pas besoin de pchit, il n'y a pas de ramettre dedans, il n'y a que de l'eau. Non, celui dans lequel, non, si vous avez mis vos chalotes là-bas, alors on conseillera de ne pas l'utiliser à Pessah. C'est pour ça qu'on suffira de le mettre à bouillir une fois. D'accord? Pour ceux qui doivent au vinaigre. Ouais. C'est cachérisable très facilement le coucou. D'accord? Maintenant. Hein? Oui, quand on fait bouillir à chaud, après on le passe un coup à l'eau froide. Maintenant. Attendez. Attendez. Maintenant, pour le koum-koum utilisé avec le pain, etc., il y en a qui conseilleront, si c'est en plastique, d'avoir un autre couvercle. D'accord? Et si c'est en métal, alors tout simplement là-bas, comme c'est par la vapeur d'eau, il suffira de faire un gala. D'accord? Donc de tremper le koum-koum dans l'eau bouillante. Maintenant, comme c'est un système électrique. Welcome. Alors maintenant, on continue. Donc l'appareil où on râpe les carottes, par exemple, il n'y a que des carottes. Est-ce que c'est la même logique? Ouais, c'est la même logique. C'est-à-dire que je peux utiliser l'appareil où je râpe uniquement des carottes. Si c'est utilisé que pour ça toute l'année, ouais, il suffira quand même de cachériser, de bien le nettoyer, pour pouvoir l'utiliser durant Pessah. En étant sûr que ça ne se mélange pas au chametz. Mais il faut être sûr que ce ne soit pas mélangé avec le chametz. Pour râper les carottes. C'est que ça. Je râpe les carottes. Ça y est? C'est génial si j'avais acheté un appareil. Alors, on peut continuer? On continue? C'est les nouveaux appareils là, les appareils où on rentre la carotte, c'est debout, c'est comme ça?
Ah, vous avez vu comment je m'y connais? Ouais, je connais. Alors, c'est qu'il n'y a que les carottes et que des légumes qui sont utilisés là-bas. Vous nettoyez bien pour Pessah. Shalom à l'Israël. Mais il faut être sûr toute l'année qu'ils ne se mélangent pas au Hametz. Hein. Ils aiment le four, moi. D'accord? Allez, on y va. On y va, on continue. On continue? Ouais, il reste un quart d'heure. Ah, ben c'est bon. Tant pis pour vous. Alors maintenant. Maintenant, d'accord? Maintenant, pour la cuisinière, on voit que pour... Ouais. Alors, les plaques métalliques entre les brûleurs, votre plaque métallique entre les brûleurs, il suffit de bien nettoyer et de mettre de l'aluminium là-bas. D'accord? Pour celles qui veulent. D'accord? Une plaque comme ça, vitrocéramique. On va expliquer la plaque à induction. Je vais expliquer. Non, c'est pas clair du Est-ce tout. que sur chaque... vous savez ce qui soutient ce qui est au-dessus du feu? Alors oui, le brûleur lui-même. Non, pas le brûleur, le support. La grille. La grille, on va expliquer. Excusez-moi, on va expliquer à madame. Écoutez-moi, ça va aller. S'il vous plaît. Voilà. Non, vous transpirez. Moi, je rentre jeudi après ça. Et après, ça, on y va le nettoyage. Alors. Ça m'a là tout de suite. Hein? Il faut acheter un concours, il faut acheter. C'est la liste de ce qu'il faut acheter là maintenant. On ne peut plus rien cachériser, donc on va acheter. Bezrat Hashem, Mazel Tov. Alors, j'aurais dû faire un magasin d'électroménager, moi. Bon, on voit quoi? Alors, les brûleurs, d'accord? Il suffit de les nettoyer, de bien les nettoyer. Venir les laisser brûler, c'est une bonne khumra. Mais c'est une khumra, c'est pas obligé. D'accord? C'est pas du tout obligé pour les brûleurs. Par contre, les grilles qui sont posées sur le feu, là on repose. Il faut bien les nettoyer et faire un liboun kal. Donc on prend la flamme qu'on allume et on fait passer les grilles, d'accord? Dans la flamme. On fait passer la grille dans la flamme au fur et à mesure en faisant attention de ne pas se brûler. Alors on pourra recouvrir avec de l'alu rigide qui ne se déchire pas, d'accord? Et selon certains avis, d'accord, on estimera que c'est pas besoin de recouvrir avec l'aluminium. Il n'y a pas besoin, si ça a été bien brûlé, il n'y a pas besoin de l'aluminium. D'accord? Il n'y a pas besoin, vous nettoyez bien, vous brûlez bien, il n'y a pas besoin de l'aluminium. Maintenant, ne vous amusez pas à le brûler au chalumeau. Parce qu'il y a de la céramique au-dessus du métal pour protéger contre la rouille, et cette céramique-là, elle va mourir si on brûle au chalumeau. Au chalumeau, ça n'a aucun problème. Bon, ça dépend des grilles. Bon, l'inématov ou manaïm. Bon. Induction. Et tous les plans de travail, etc., en recouvre d'aluminium. Alors, attends, on va y Et la plata. Laissez-moi, là, il y a toute la liste. J'aurais dû vous faire des photocopies. Alors, maintenant, alors attendez. Alors voilà. Pour la plata, il suffira de bien la nettoyer. Attendez, on va arriver. Non, on parle du gris. Laissez-moi, on va arriver aux planches à induction. Vous voulez les planches à induction tout de suite? Allez, venez, les planches. Vitrocéramique. Non, mais voilà. Vitrocéramique, bien nettoyer la plaque, puis la faire chauffer pendant un quart d'heure à la température maximum. C'était moi qui s'étais passé sur cette liste-là. Donc, bien nettoyer la plaque, puis la faire chauffer pendant un quart d'heure à la température maximum. Recouvrir de papier aluminium toute la surface qui n'est pas directement superposée à la source de chaleur. Ça, c'est pour les vitrocéramiques. Il faut savoir qu'à une époque, il y avait des gens qui interdisaient la cachérisation du vitrocéramique ou des plaques à induction parce que c'était une plaque en verre qui était poreuse. Aujourd'hui, il a été prouvé par A plus B que le verre Duralex, d'accord, ou Pyrex qui est utilisé n'est pas poreux. D'accord? Maintenant, on évitera d'utiliser pour le lait et la viande au four, mais pour les plaques céramiques, on peut les cachériser pour Pessah. Pour les planches à induction, alors c'est un peu compliqué la planche à induction. D'accord? Il faut bien la nettoyer, premièrement. Attendre 24 heures pour la planche à induction. Après, arroser d'eau bouillante. Ah, vous écoutez ou pas? Après, recouvrir la plaque avec une feuille multi-cuisson ou au moment de l'utilisation, un disque relais en aluminium. Il y a des disques en aluminium qu'on laisse sur la planche à induction pour laisser cuire.
Chose que je conseille à faire dans beaucoup de restaurants, parce qu'aujourd'hui, il y a des restaurants, ils ont installé des planches à induction, ils me disent, comment on fait que votre arabe pour allumer le feu? Est-ce que le non-juif peut allumer la planche à induction? Ça doit être un juif qui allume le feu là-bas. Je leur dis, il faut mettre une planche, une plaque, un disque relais en aluminium pour que ça reste allumé en permanence. Donc vous mettez un disque relais en aluminium et inox, afin qu'il y ait toujours un écran entre la plaque et la casserole. Entre la plaque et la casserole, il y a toujours un écran. Et bien sûr, le disque relais, il est acheté spécialement pour Pessah. L'induction. Vous avez parlé d'aluminium, mais je n'ai aucun truc pour accrocher l'aluminium. Il suffit de le poser à plat. Tu le Tu découpes et puis... Vous posez à plat, là où il n'y a pas les sources de chaleur, vous découpez avec la forme des sources de chaleur autour. Madame, il y a un truc qui s'appelle le scotch. Alors maintenant on continue. Alors maintenant on continue. Ça va aller. Ça va aller. On continue. D'accord, on continue. L'usage, on rappellera que l'usage d'une plaque à induction durant Yom Tov n'est possible quand maintenant la plaque allumée constamment au moyen d'un disque relais en aluminium et inox qui devra rester sur la plaque jusqu'à la fin de Yom Tov. On le trouve celui-là, le disque? Oui, ça s'achète en magasin. Disque aluminium. Ça s'appelle un disque relais pour les plaques à induction. Welcome. Voilà, heureusement qu'il y a les rabats. Hein? Oui, chez les gens qui vous vendent des produits électroménagers. Voilà. Mais pour vitrocéramique, ça ne marche pas, ce disque. Il n'y a pas besoin. Mais il n'y a pas besoin. C'est vitrocéramique, ça ne marche pas. Les vitrocéramiques, quand on les allume, elles restent allumées ou c'est quand on met la casserole? Quand on les allume, Elle reste allumée. C'est induction, c'est avec les ondes, quand il faut mettre du métal dessus. D'accord? Donc voilà. Donc Baruch Hashem, on a expliqué les planches à induction, d'accord? Les vitrocéramiques. Attendez. La plata du Shabbat, bien la nettoyer, la laisser chauffer 2-3 heures, pendant 2-3 heures, ok? Et une fois qu'elle est bien chaude, la débrancher. Après, soit on peut se contenter de mettre de l'aluminium rigide, que je ne conseille pas, parce que durant Shabbat, l'aluminium aura tendance à être un conducteur de chaleur et ça va augmenter la cuisson sur la blata et vos plats risquent de cramer durant Pessah. Alors pour éviter ça, une fois que c'est bien chaud et que c'est débranché de l'électricité, de prendre un koum-koum rempli d'eau chaude et de déverser sur la plata, une fois que ça a été bien nettoyé. Une fois qu'on fait ça, on sèche bien ça, on la laisse refroidir, et on met un coup d'eau chaude, un coup d'eau froide sur la plata, on sèche bien sa plata et on n'aura pas besoin de mettre de l'aluminium sur sa plata. Moi j'ai l'habitude de mettre à l'huile et ça cramera du tout. Bon, ça dépend. C'est une plaque vitrocéramique de Shabbat, la plata de Shabbat. Elle est vitrocéramique. Ouais, mais c'est vitrocéramique. Bon, nous on parle des platas en métal, madame. Ah, d'accord. Welcome. Alors maintenant on continue. C'est quoi ça d'acheter une plate à vitrocéramique? Juste petit, excusez-moi si je peux me permettre. Pour la plaque, parce que j'ai déjà fait la bêtise, quand on met l'eau, vous mettez un peu d'alu derrière sur C'est-à-dire l'endroit qui va... électrique. Parce que l'eau... on débranche de l'électricité. Vous débranchez, mais il y a l'autre, il y a le... On sèche bien après, on laisse sécher, on attend au moins 24 heures avant d'utiliser sa plata. D'accord? Mais il n'y a pas besoin, c'est juste sur le métal où vous posez la nourriture. Hein. Au-dessus, c'est tout. D'accord? Il faut de l'eau bouillante que vous mettez dessus. Alors, machine à café. Alors, on va continuer. Elle est autorisée. Ah, attendez, c'est moi. On peut 2 minutes. J'ai mon cours, il est devant moi. Baruch Hashem, vous voyez, j'ai des feuilles, c'est rempli noir sur blanc. D'accord? Maintenant, le plan de travail. Vous avez demandé tout à l'heure le plan de travail. Parce que on va aller à droite à gauche, on va oublier les trucs. Pour le plan de travail, nettoyer méticuleusement et couvrir soit avec du lino, soit avec de l'aluminium rigide, excusez-moi, au moins 100 microns. Au moins 100 microns l'aluminium. Donc il est vraiment rigide, le micron. D'accord? Alors ils disent toujours dans les petites promenades du Beddin, faire attention que l'eau ne se glisse pas sous l'aluminium. Ouais. Impossible. Parce que quand l'aluminium va jusqu'à l'évier, forcément on lave la vaisselle, il y a de l'eau qui glisse dessous. Bon. Je sais pas pourquoi on dit qu'il faut pas que l'eau elle... C'est pour ceux qui nettoient pas leur plan de travail. Ne vous cassez pas la tête. Si votre plan de travail est nettoyé comme il faut, non mais attendez, nous on va aller plus loin que ça. Il faut savoir que de recouvrir le plan de travail avec de l'aluminium, c'est une khumra. Qu'à partir du moment où on nettoie comme il faut son plan de travail, il suffira de ne rien poser à chaud sur le plan de travail. D'accord? On pose rien à chaud sur le plan de travail.
Donc même pour les gens qui utilisent l'aluminium, je leur dis, durant Pessah, achetez des repose-plats pour vos casseroles. Comme ça, vous ne pesez pas même. S'il faut les bouillanter. Le nettoyer, bien les bouillanter, ça suffit. Et ça suffit. Et ça suffit. Hein? Et vous mettez des repose-plats, ça suffit, mi-karadine. Mi-karadine pour ceux qui veulent s'assurer au cas où il y a pas de, où ils n'ont pas de repose-plat ou risquent de s'oublier, c'est mieux de mettre du lino, d'accord, ou de l'aluminium. Voilà, du lino ou de l'aluminium. Du lino ou de l'aluminium. Ça bug, ça bug. Alors maintenant, il y a Rabbi. Alors l'évier, s'il est en inox, il suffira de bien le laver et les bouillanter. D'accord? Les éviers en argile, d'accord? Ou en matière, résine, etc. Bien qu'il y ait des avis qui permettent de pouvoir les cachériser, il faut savoir qu'on se rentre dans un débat et qu'il vaudra mieux utiliser soit un système de bac à trous qu'on pose dans l'évier, grâce auquel la vaisselle ne va pas rentrer en contact avec l'évier, d'accord? Soit d'utiliser des bassines qu'on va trouer spécialement, qu'on mettra dans nos éviers. D'accord? Bon, attendez, on explique. Il y a des avis qui autorisent la cachérisation de ces éviers en résine paragala pour les séfarades. Pour les séfarades. Pour les séfarades, il y a des avis très permissifs sur lesquels moi-même, je ne me repose pas. Moi. D'accord? C'est mon problème à moi maintenant. Donc, mais on peut venir autoriser aux autres, mais quoi qu'il arrive, on n'utilisera pas ces éviers-là à chaud. Là, avec l'eau chaude, l'eau bouillante, ces éviers en résine, ça, ne seront pas utilisés. Qu'on les ait cachérisés ou non. Avec la bassine ou sans la bassine. On n'utilise pas à chaud. Alors que l'évier en inox ne pose aucun problème. Pourquoi ne pas opter pour l'inox? Alors maintenant, d'accord? Maintenant, mettre dans le siphon, c'est très important, de la javel. En cas de remontée d'évier. Il suffira de mettre un peu de javel. D'accord? Pas besoin de démonter le siphon et de le vider, etc. Et de vous casser la tête avec les tuyaux. Il suffira de mettre un peu de javel, d'accord? Dans le siphon, avant Pessah. Donc dans votre trou, dans votre évacuation, vous faites verser un peu de javel. C'est tout. En cas de remontée, vous n'avez aucun problème. D'accord? Après. Et que dans la cuisine, pas dans Alors, non. Les placards de la cuisine. De l'éponge, de l'eau, plus du détergent, d'accord? Puis couvrir avec du papier, d'accord? Pour Pessah ou de l'alu. Mais il s'agit de recouvrir les étagères avec du papier ou de l'alu, c'est une khumra, d'accord? Il n'y a pas besoin. Hein? C'est pour les placards que vous allez utiliser durant Pessah. Ah, vous n'avez pas besoin, voilà. Après, frigo, le frigo, Ribono c'est l'olam. Non. On voit que dans le frigo, il y a des rabbinim qui conseillent de démonter le système de ventilation du... Non, écoutez, non, c'est, basta, explique. Écoutez, il y a des rabbinim qui conseillent de démonter le système de ventilation du frigo, d'accord, pour enlever les miettes de là-bas. Bon, maintenant, il faut savoir que dans le frigo, contrairement au four, tout se fait à froid. Donc, les problèmes qui se posent réellement, c'est à chaud. À froid, il y a moins de problèmes. Et en réalité, le frigo, il suffira, on n'aura pas besoin de démonter le système de ventilation, même si c'est des chaleurs tournantes, des no frost, donc du froid tournant, etc., il n'y a pas besoin du tout, bichlal. Même si dans les grilles, vous voyez, dans le congélateur, il y a des frigos, il y a un grill au-dessus, vous voyez, mais il y a des miettes dedans. Qui vous charrie. Et vous pouvez essayer de les sortir jusqu'à demain, vous allez vous prendre la tête. Il suffira, tout simplement, c'est ce que je dis aux gens, de mettre dans ces grilles-là un petit coup d'eau, d'accord, ou un petit coup de produit au-dessus des grilles pour dénaturer dedans. Ça, c'est premièrement. Bien nettoyer son frigo à froid et de mettre toute sa nourriture dans des sacs plastiques bien fermés, d'accord, ou dans des boîtes bien fermées dans son frigo pour ne pas avoir d'embrouille. Et tous les fruits et légumes qui sont dans le frigo, avant de les utiliser, bien les rincer. C'est fini. Pas besoin de mettre du papier ou de l'alu dans le frigo. En plus, pas besoin. Ça ne sert à rien. C'est une khumra. C'est une khumra. Il y en a qui disent que c'est une bonne khumra. Maintenant, c'est à froid là-bas ce qui se passe. Tout ce qui se passe là-bas. C'est à froid. Il y a personne qui va mettre un plat bouillant sur sa étagère de frigo. Le seul problème que j'ai moi aujourd'hui, c'est que je vais arriver cette année, je vais pas mettre de papier à lui et ils vont tous me dire. On croit que tu es devenu goy. Vous direz que vous avez parlé avec un Dayan de Bnei Brak. D'accord? Il n'y a pas besoin, il n'y a rien qui se fait à chaud là-bas, tout se fait à froid.
il suffit de bien nettoyer. Écoutez bien. Il suffira de bien nettoyer. Pas besoin de nettoyer les planches à chaud, quoi que ce soit. De bien nettoyer un petit coup. On sort les étagères, on leur met un petit coup. On nettoie bien. Là où il y a des espaces, on va mettre un coup de produit pour dénaturer au maximum les miettes. Il suffira de mettre dans son frigo les choses bien fermées. Les fruits, les légumes qui ont déjà leur écorce qui les protège, il suffira de tous les rincer avant d'utiliser. C'est fini. Tous les trucs ouverts, tout ce que... Achète des boîtes. Ce qu'il y a dans des boîtes, c'est dans des boîtes. Je vous parle de quoi? Vos assiettes, un plat dans une assiette. Un plat découvert. Vous n'allez pas le laisser découvert, vous allez le mettre dans un plastique. Vous allez tout recouvrir. Tout ce qui est dans des boîtes ou quoi que ce soit, ça pose aucun problème. D'accord? Un yaourt, il y a des gens, je vois très souvent, et c'est un très gros problème parce que ça peut développer des bactéries, des gros problèmes de santé. Il y a des gens qui prennent le yaourt, qui le laissent ouvert dans le frigo. Au secours. D'accord? Donc voilà. Ok? Ça c'est pour le frigo. C'est cool le frigo? Je peux vous demander quelque chose? Oui, madame. Parce que l'hélice là qui tourne. Oui. D'accord? Quand c'est Yom Tov et Shabbat, nous on bloque le système. Ok. Mais est-ce qu'il faut le bloquer ou pas? Hein? Il faut le bloquer le système ou pas? Parce que franchement, moi le Shabbat, ça va mourir dans mon frigo. Je sais pas. On parlera de votre frigo après. On parle de Pessah, après on va au frigo. D'accord? Non, attendez. On y va. On va en discuter après, madame. Après, le congélateur. Alors le congélateur, c'est le même principe que le frigo. D'accord? Dans le congélateur, en général, ça va ensemble. Ok? Alors, mur de la cuisine au-dessus du plan de travail uniquement. D'accord? Il faudra nettoyer méticuleusement. D'accord? Et c'est une khoumra de mettre de l'alu là-bas. C'est une khoumra, hein? Il y a des gens qui vont mettre de l'alu sur les murs. C'est une khoumra. Il suffira de nettoyer méticuleusement. Pas besoin de nettoyer l'eau chaude, juste nettoyer. Alors, égouttoir à vaisselle de l'année. Ça pose aucun problème pour Pessah. Les nappes. D'accord? Il faudra les laver en machine. D'accord? Sinon, il faudra faire une séparation. Si des nappes qui n'ont pas été nettoyées, il suffira de mettre des nappes en plastique par-dessus, pour Pessah. Ok? Et encore une fois, des nappes qui sont utilisées sans amidon, sans poudre. Ok? Ça peut exister, mais la majeure partie des nappes qu'on trouve aujourd'hui, elles n'ont pas de poudre. Maintenant, les bagues que vous utilisez, vos bagues, avec les diamants, vous mangez avec, il y a le chametz qui rentre dedans, il y en a qui font les chalotes avec, etc. Il ne faudra pas oublier de les mettre dans un verre avec de la javel, puis de l'eau bouillante. Et ça fait du bien aux diamants. Alors maintenant... Allez. Voilà. Alors, les tables. Alors, on mettra... Hein? Il suffira de nettoyer avec de l'eau et du détergent à votre table. Ok? La table sur laquelle on va manger durant l'année. Et il sera bon de la couvrir avec une double épaisseur, la table, pour pouvoir consommer dessus. Donc on mettra un boule-gomme de Pessah, les grosses nappes de Pessah en général, plus une nappe, ça suffira. Ok? Voilà, c'est au cas où on veut poser à chaud nos casseroles dessus. Maintenant, la vaisselle. Alors la vaisselle, faudra la nettoyer normalement et la ranger, pas besoin de se casser la tête. Et vendre le placard pour le chametz éventuellement rester collé. La vaisselle elle-même ne sera pas vendue à Pessah. Sinon on a besoin de la retremper au mikveh après Pessah. C'est au cas où il y a du chametz dans la vaisselle, c'est le chametz uniquement qui est vendu, mais pas la vaisselle. Et le chametz qui pourrait être dans la vaisselle n'a pas besoin d'être vendu, c'est s'il y a des miettes qui sont restées collées sur le chametz. Le goût du chametz dans la vaisselle, on ne le vend pas. C'est un truc qui est invendable. Alors maintenant, ok? Maintenant on continue. Le four, on lui mettra un petit coup et on le vendra. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est un peu difficile à cachériser un four. Dans la liste du Beddin, ils expliquent comment cachériser un four. On parle là-bas de fours où c'est pas forcément des fours à chaleur tournante. C'est un problème, les fours à chaleur tournante, comme je vous ai déjà expliqué. D'accord? Alors c'est une khoumra, surtout en France, de ne pas acheter de chametz après Pessah. Il vaudra mieux trouver, si on va acheter chez un commerçant juif, on sait que c'est un commerçant juif, Iré Shamaïn, qui a fait une bonne vente durant Pessah, on pourra acheter directement chez lui après Pessah. Et acheter chez le goy, ça pose aucun problème après Pessah, parce que c'était à lui pendant Pessah. D'accord? Maintenant, on voit que, concernant les kitniot, il y a une différence de coutume. Chez nos frères ashkénazes, on voit qu'ils laissent leurs enfants manger jusqu'à l'âge de 2 ans, des kitniot sans problème. D'accord? Parce que ça pose pas de problème. Après, si un ashkénaz doit aller chez quelqu'un qui mange des kitniot, il vaudra mieux
servir à cette personne-là de la nourriture dans une vaisselle qui n'a pas servi dans les 24 heures avec les kitniotes. D'accord? Maintenant, pour les séfarades qui consomment des kitniotes, entre eux, même un Marocain, il peut aller chez un Tunisien, même s'il consomme du riz, il lui servira pas de riz, il n'a pas besoin forcément de le servir dans de la vaisselle qui n'a pas servi dans les 24 heures. Et vice-versa. D'accord? Le riz ne fait pas partie de la famille des kitniotes. Le riz ne fait pas partie de la famille des kitniotes. Le riz, j'ai déjà expliqué, c'est une marque. Hein? Non, vous ne servirez pas de kitniotes à table si vous avez des gens qui ne mangent pas des kitniotes qui viennent chez vous. S'il y a des ashkenazim, bien sûr que vous ne servirez pas de kitniotes à table. Mais la vaisselle que vous utiliserez dans la vaisselle dans laquelle vous cuisinerez pour ces gens-là sera une vaisselle qui n'aura pas servi dans les 24 heures avec les kitniotes. Comme aujourd'hui, Baruch Hashem, toutes les familles, ils ont tous des enfants, des neveux, de la famille qui ont fait teshuva, qui sont devenus chabad, ou des enfants qui ont épousé des gens ashkenazim, etc. Si on veut les inviter, il faut savoir que c'est possible, s'ils sont disposés à venir, et que s'il y a une confiance qui s'est créée, donc c'est à vous de créer la confiance avec vos amis, votre famille. Moi, il me fait changer les verres, mon gendre, mais pas les assiettes. Parce que sur les verres, un ashkenaz, il n'a pas le droit, il ne peut pas cachériser les verres pour Pessah. D'accord? Alors que nous, il suffit, les verres pour Pessah, il suffit de bien les nettoyer. D'accord? Il suffit de bien les nettoyer. Alors, c'est une khumra, et c'est une bonne khumra, de prendre ces verres et les tremper 3 jours. On les met à tremper 3 jours, ce qu'on faisait tous en Afrique du Nord. Avant Pessah, on les trempe 3 jours. Un ashkenaz ne peut pas faire ça. D'accord? Il n'a pas le droit de manger dans ces verres-là. Ma grand-mère, elle est trempée, elle mettait du vinaigre. Hein? Ma grand-mère mettait du vinaigre dans le Bon, voilà, le vinaigre naturel, c'est pas du chametz, normalement. Alors maintenant, on y va, on continue. Normalement. On continue. Aujourd'hui, il y a des vinaigres synthétiques, etc. Il y a des problèmes dans le vinaigre. Il y a des gros problèmes dans le vinaigre. Ok? Et ça dépendait quel type de vinaigre elle utilisait, parce qu'il y a des vinaigres qui étaient chametz et d'autres qui n'étaient pas chametz. Maintenant, qu'est-ce qu'on vous dit? Ok? Maintenant, juste un point qui est important. Non, mais un point qui est important. On rappellera que les ashkenazim n'ont pas le droit de cachériser le verre entre le lait et la viande, et surtout pas pour Pessah. Alors que nous, les séfarades, on peut cachériser le fer par agala pour Pessah, les assiettes. D'accord? Les verres, bon, en général, les verres, s'ils sont utilisés à froid, les verres qui sont utilisés à froid, il suffira de les tremper 3 fois dans de l'eau pendant 3 jours. D'accord? Donc, pas 3 fois, je suis en train de dire de bêtises, de mettre de l'eau dedans, et chaque jour, chaque temps de 24 heures, changer l'eau, et le faire 3 jours de suite. Vous avez dit tout à l'heure, il suffit de les rincer. D'accord. Maintenant, s'ils sont utilisés à froid, si c'est des verres qui sont utilisés à froid, il suffira de les rincer. On verra dans un verre pour sa cachérisation, la halakha nous rapporte qu'il faut voir la majeure partie de son utilisation. Donc, si un verre est utilisé la majeure partie du temps à froid, une cachérisation à froide suffira pour cachériser ce verre. Pour les séfarades. Un ashkenaz ne peut pas faire ça. Donc on ne pourra pas cachériser dans des verres et mettre cette vaisselle-là à table pour un ashkenaz. Tout le verre qu'on aura cachérisé pour Pessah, on ne pourra pas le servir à un ashkenaz ou à un chabad à table durant Pessah. On rappellera bien sûr que tout ce qui est en faïence, mail, etc., n'est pas cachérisable pour Pessah. Ok, il faudra prendre une autre vaisselle et que ça coûte tellement pas cher une vaisselle aujourd'hui, pourquoi se casser la tête? D'accord? Donc c'est des points qui sont très importants. Il y a certains verres, s'ils sont très rayés, que les rayures sont bien prononcées pour Pessah, qui ne sont pas cachérisables. Parce que le verre devient poreux. D'accord? Donc on évitera les verres qui sont bien rayés, de les cachériser pour Pessah. D'accord? On finit par la machine à café, ça serait bien. Un vieux verre qui a des rayures. Non, on finit pas. Si, il reste 4 minutes, ça y est. Voilà. Donc voilà, on rappellera que même le Beddin estime que si le four, les parois sont en émail, il ne sera pas cachérisable, en plus. Si les parois sont en émail, il ne sera pas cachérisable selon le Beddin. Il faut savoir qu'il se repose sur l'avis du Rav Eliashiv ici. D'accord? Donc c'est pas des bêtises. Donc c'est un peu problématique pour Pessah. Il y a beaucoup de khumrot, d'accord? Donc maintenant, pour le micro-ondes, ici aussi, il rapporte qu'il serait cachérisable. Il faut savoir qu'il se repose sur des avis qui ont plus de 35 ans. Aujourd'hui, dans le micro-ondes, il y a des problèmes. Donc voilà. Il y a Baba. Voilà. Ils viennent se casser. À mon avis, il finit pas la semaine. Voilà, Baruch Hashem. Baruch Hashem. D'accord?
Pour tout ce qui est casserole, si on veut cachériser une casserole, une cocotte ou un truc quoi que ce soit, il faudra démonter les poignées et nettoyer à part et faire un gala sur la casserole en métal. Il y en a qui mettent les poignées avec. Maintenant, on pouvait acheter d'autres casseroles pour Pessah. C'est pas compliqué. On a vu les points essentiels. La machine à café. Premièrement, il faut vérifier si le café qui a été utilisé, d'accord, est autorisé pour Pessah. D'accord? Il est autorisé pour Pessah. En général, ce sont des cafés qui sont cachés les Pessah toute l'année. Il faudra faire attention aux parfums. Il y a des parfums qui ne sont pas cachés les Pessah. S'il y a des parfums qui ont été utilisés qui sont cachés, pas cachés les Pessah, dans votre machine, d'accord? Comme elle est utilisée à chaud, pour la cachériser, le seul moyen de le faire, c'est de faire égaler à la machine. Faire égaler à la machine à café des machines d'espresso, c'est mission impossible. D'accord? Donc faire attention. Donc moi je conseille aux gens de vérifier le café qu'ils utilisent toute l'année. Si le café qui est utilisé toute l'année, c'est du café qui est caché à l'épaisseur, il suffira de bien nettoyer, de bien rincer sa machine et on pourra utiliser sa machine pour Pessah sans aucun problème. D'accord? La vaisselle qui est dans une vitrine comme ça, qui était Hametz. La vaisselle Hametz, alors c'est important il ne faut pas voir sa vaisselle. Ça doit être fermé dans un endroit. On n'a pas besoin de vendre la vaisselle. Premièrement, on n'a pas besoin de la vendre la vaisselle. Hein. La vaisselle, on la vend pas à Pessah. Comme je l'ai dit tout à l'heure, sinon on doit l'autre Olivier. Là, vous parliez de la cafetière avec le filtre, etc. Ouais. Maintenant, la Nespresso, les capsules sont pas cachées avec Pessah. Si, elles sont. Mais Non, pas toutes. Pas toutes. Pas toutes. C'est ce que je viens d'expliquer. Pas toutes. Toute l'année. C'est-à-dire les parfums qui sont valables. Voilà, toute l'année. Je peux reprendre les capsules qui sont valables et garder ce café-là. Voilà. Maintenant, si vous avez utilisé des parfums qui n'étaient pas cachés à l'épaisseur, et il y en a, c'est pas cachérisable. Non, moi je parlais du filtre. D'accord? Avec carton noir, le filtre. Ah, celle avec le filtre? À l'ancienne. À l'ancienne? Celle-là, en général, ce café-là, toute l'année, il pose pas de problème, normalement. D'accord? Donc, il suffira de bien nettoyer sa cafetière, de bien nettoyer tout ça, ok? Il sera utilisable pour faire ça sans aucun problème. Là, aujourd'hui, quand on parle de machine, vous savez, votre machine, elle est en voie de disparition, hein. Donc, voilà. Sur les 10 jours de fête, il y a les 5 jours en total, 2 jours de Yom Tov, 2 jours à Shabbat, et 4 jours plus le Shabbat. Ouais. Donc sur les 10 jours, il y en a 5 qu'on ne peut pas utiliser la machine à l'espresso. On est bien obligé de faire autre chose. Exactement. Alors, Baruch Hashem, il y a le café extraordinaire qu'on fait durant Yom Tov. Voilà. On le fait dans la Tanaka. Voilà. Il y a une petite casserole spéciale pour le café. Baruch Hashem, et ça rappellera des bons souvenirs à tout le monde. Et rien que ce terme, je peux vous assurer, les enfants, ça peut leur faire teshuva, ces petits mots-là, de Tanaka. D'accord? Baruch Hashem. Vous êtes une, monsieur le Rav? Non, la Torah est une. Baruch Hashem. Pour vous dire Tanaka, je crois que ça. Baruch Hashem. Pessah Kasher Vesameach à tous. Le cours, il a fait 108 minutes. C'est pas mal du tout. Bezrat Hashem. Voilà. Et un bon nettoyage, mesdames.